Bonsoir à tous. Merci d'être là. Donc, je m'appelle Dominique Nkoyok, je suis avocat au sein de l'équipe Project Finance and Infrastructure de GIDE. Donc, je tiens à remercier déjà l'un des associés en charge de la pratique, qui n'est pas là ce soir, mais qui s'appelle Stéphane Vernet, et qui gère la pratique, ainsi que le managing partner de GIDE, Jean-François Levrault, qui ont permis l'organisation de cet événement. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence sur la révolution numérique en Afrique. On peut le dire, hein, le monde est en train de connaître une profonde transformation grâce aux avancées technologiques, et l'Afrique ne fait pas exception. On a assisté ces dernières années à l'utilisation croissante des technologies numériques sur le continent africain, avec notamment l'explosion de l'utilisation du téléphone mobile ou de l'accès à Internet. Mais la révolution numérique, c'est aussi l'innovation dans des secteurs clés tels que les secteurs de la santé, les secteurs de l'éducation ou encore de la communication, ou encore des services financiers, pour ne citer que. Alors, quelles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir? D'abord, où en est l'Afrique dans sa révolution numérique? Et aussi, dans quelle mesure les technologies numériques peuvent davantage booster les économies africaines? Nous verrons toutefois que la révolution numérique vient avec ses défis, notamment en termes de protection des données, protection de la vie privée. Alors, quel est le programme de ce soir? Nous avons prévu donc 2 panels de 45 minutes chacun, avec une courte pause au milieu, puis nous aurons le plaisir de vous accueillir autour d'un cocktail pour échanger. Donc nous sommes ravis d'avoir l'opportunité ce soir d'échanger avec vous et avec notre panel d'experts pour contribuer à la réflexion collective sur l'avenir numérique de l'Afrique. Donc je passe tout de suite la parole au président de l'Afrique des idées, M. Nessa Nakemaku. Je vous remercie. Merci Dominique. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien, parfait. Fort bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nessa Akemaku et au nom du think tank L'Afrique des idées que je préside, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. L'Afrique des idées est un cercle de réflexion panafricain dont la vocation consiste à conduire des analyses et formuler des propositions innovantes et concrètes sur des sujets politiques, économiques, sociaux, culturels liés à l'Afrique. Elle promeut le concept d'afro-responsabilité. Ni afro-optimisme, ni afro-pessimisme, l'afro-responsabilité est un paradigme qui prône une réappropriation par les Africaines et les Africains, et notamment les plus jeunes, du narratif sur l'Afrique ainsi qu'un engagement socio-économique porteur de croissance inclusive et durable. L'afro-responsabilité se démarque des postures fatalistes et exhorte les Africaines et les Africains à prendre leur destin en main et à se mobiliser de façon responsable pour la défense de leurs intérêts, car le salut de l'Afrique ne viendra que de ses enfants. L'Afrique des idées réunit une centaine de jeunes professionnels et chercheurs bénévoles. Elle est mue par l'ambition de faire éclore des idées novatrices, vectrices de changements positifs pour le berceau de l'humanité. Le charbon a alimenté la première révolution industrielle au XVIIIe siècle. Le pétrole et l'électricité ont nourri la deuxième révolution au XIXe siècle. Internet fut la matrice de la troisième révolution au XXe siècle. Et nous vivons actuellement la quatrième révolution industrielle, qui est un prolongement de la troisième, avec l'avènement du big data et l'éclosion de technologies de rupture telles que l'intelligence artificielle. Cette révolution offre des perspectives fascinantes et il est pertinent de se demander comment l'Afrique peut se saisir du numérique pour en faire l'un des leviers de son essor. Quels sont les principaux enjeux et quels sont les défis auxquels elle sera confrontée? La conférence qui s'ouvre nous fournira, à n'en pas douter, quelques éléments de réponse. Je remercie chaleureusement les équipes de l'Afrique des idées et de GIDE qui ont organisé cet événement. Je sais gré à nos partenaires pour leur appui, au premier rang desquels le cabinet GIDE qui nous accueille ce soir dans ce bel écran et l'entreprise de services digitaux Arcialis. Merci aux éminentes et éminents panélistes qui ont accepté de partager leur grande expertise et qui ne manqueront pas de nous éclairer. Je m'arrête là et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence et de féconds débats. Merci Nessan pour ce mot de bienvenue. J'essaie de modeler le micro. C'est pas évident pour les personnes de petite taille. Voilà. Bon, tout d'abord, un grand bonsoir au nom de l'Afrique des idées et du cabinet GIDE.
pour cette soirée que nous souhaitons féconde et riche en contenu. Je suis Nadia Lamlili, directrice de publication de l'Afrique des idées, et je suis donc ravie de modérer le premier panel de cette soirée que nous allons consacrer au potentiel et aux défis de la digitalisation dans les économies africaines. Et j'ai le plaisir d'avoir dans ce premier panel des acteurs et des leaders dans la transformation digitale agissant entre l'Afrique et l'Europe. Je commence par son Excellence, l'ambassadrice de la République du Bénin en France, Madame Corinne Amaury Brunet, que j'invite à mes côtés. Alors, Madame Corinne Amaury Brunet, vous êtes installée à la tête de cette ambassade stratégique pour le Bénin depuis août dernier, donc fraîchement installée. Vous êtes une experte de la transformation des organisations, de la RSE et de la gestion du changement, et vous allez ce soir nous parler du volet politique publique à travers l'exemple de la transformation du Bénin en matière de digitalisation. Exactement. Bonsoir à tous. Bienvenue. Merci. Alors, nous devions être rejoints par Monsieur Hassanen Iridje, qui est patron du groupe Action, mais nous venons d'être informés qu'il ne peut pas en raison de santé. Nous lui souhaitons bien évidemment prompt rétablissement. J'accueille aussi Maître Thierry Dor, avocat associé au cabinet GIDE, spécialiste des données personnelles et des nouvelles technologies sur lesquelles vous allez nous entretenir ce soir, Maître Dor. Alors, vous savez, c'est un sujet sensible et d'actualité. Je rappelle que vous avez travaillé 11 ans en entreprise en qualité de directeur juridique au sein de grands groupes internationaux et vous allez nous présenter un bilan et les perspectives de la protection des données personnelles en Afrique. Et je n'oublie pas mon collègue Sofoni Jed Koboudé, directeur général de l'Afrique des idées, qui va tout de suite nous dresser un topo global de l'état de la transformation numérique en Afrique. Alors, Sofoni est économiste. Alors, Sofoni, économiste et auteur d'un essai intitulé « Le digital au secours de l'Afrique » que je vous recommande fortement. En tout et pour tout, nous avons 45 minutes, messieurs, dames, pour ce premier panel que nous allons clôturer par des questions de public. Je précise, je préfère le dire dès le départ, que nous aurons une pause de 5 minutes à l'intérieur même de l'auditorium pour vous permettre de vous rafraîchir avant le démarrage du deuxième panel. Voilà, vous savez maintenant tout. Sans plus tarder, je donne la parole à Sofoni. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup, merci Nadia. Alors moi je suis un panéliste d'un genre particulier parce que je suis aussi membre de l'Afrique des idées en même temps. Donc à ce titre, je voudrais remercier le cabinet GIDE pour avoir accepté collaborer et héberger cette conférence. Nous en sommes vraiment ravis et nous sommes ravis de vous voir aussi nombreux ce soir. Bon, je vais aller très vite parce qu'on m'a dit que j'ai 10 minutes, donc je vais aller très vite. Au fond, la question que tu poses, Nadia, c'est de savoir quel est l'état de l'économie numérique sur le continent africain. Je répondrai comme Gorbatchev à John Major, c'est-à-dire en un mot bon, en deux mots pas bon. Vous connaissez l'anecdote. L'anecdote, c'est John Major qui va en Union soviétique, et ancien Premier ministre britannique, et qui va rencontrer le secrétaire du Parti communiste de l'URSS et lui dit Monsieur le secrétaire, est-ce que vous pouvez me dire quel est l'état de l'économie en Union soviétique? Et Gorbatchev lui répond en un mot bon. Et là, John Major était un peu intrigué et lui dit en venant, j'ai vu des gens faire la queue pour prendre du pain. C'est quand même bizarre que vous répondez de cette façon. En deux mots, comment qualifierez-vous, n'est-ce pas, l'état de l'économie soviétique? Et là, Gorbatchev répond en deux mots, pas bon. Bon,
Donc, je fais exactement la même réponse ce soir. Et en un mot, bon, parce qu'il est quand même indéniable que le continent africain est un véritable laboratoire d'usage numérique aujourd'hui. Il y a des faits concrets qui le montrent, qui le démontrent. On a aujourd'hui 1,3 milliard de personnes sur le continent qui ont un téléphone portable. Alors, ça peut paraître anodin, mais en 2000, seulement 10% de la population africaine avait un téléphone portable. Donc, en 23 ans, il y a eu un progrès absolument vertigineux qu'il faut souligner. Et d'ailleurs, cette forte pénétration du mobile, au fond, a conduit à une innovation qu'on appelle le mobile banking, qui est une sorte d'innovation organique inversée. Enfin, organique parce que ça émerge de la réalité du continent africain, parce que très faible bancarisation des populations. Et puis, inversée parce que cette fois-ci, c'est une innovation qui part du sud pour irriguer le nord. Donc, vous voyez que cette forte pénétration du mobile a engendré une forme d'innovation tout à fait remarquable. Au point où aujourd'hui, les derniers chiffres, il y a à peu près 400 millions d'Africains qui possèdent aujourd'hui un wallet mobile banking. Et ça, c'est absolument considérable. Il y a d'autres initiatives aussi. Il y a le e-gouvernement qui est aussi un phénomène absolument remarquable qu'on constate sur tout le continent. D'ailleurs, en 2016, le gouvernement du Bénin a lancé un gros projet de Smart Gouv pour digitaliser l'ensemble des services administratifs, etc. Alors, je ne vais pas spoiler la présentation de Madame l'ambassadrice, mais voilà. Donc, il y a comme ça pas mal de pays ou pas mal d'initiatives comme ça qu'on constate sur le continent. Donc, c'est pour ça que je dis en un mot bon, mais j'ai quand même dit en deux mots pas bon. Et là, il me faut dresser là aussi les progrès qu'on a à faire sur le continent. Si on prend la chaîne de valeur du numérique, en réalité, on parle de l'infrastructure, on a encore des progrès à faire parce que la largeur de la bande Internet sur le continent africain est de 17 terabits par seconde. Alors, c'est à peu près 1% de la bande passante mondiale, alors qu'on représente près de 20% de la population mondiale. Donc, on a là un progrès absolument considérable à faire. Et d'ailleurs, et le paradoxe d'ailleurs, c'est que quand vous prenez le top 10 des pays africains, enfin des pays dans le monde où Internet coûte le plus cher, vous avez 5 pays africains dans ce top 10. Et quand vous prenez le top 50 des pays ayant une connexion Internet rapide, vous n'avez aucun pays africain dans le top 50. Donc voilà un peu le topo en termes d'infrastructure. Mais les choses ont changé parce que déjà l'année dernière, il y a Google qui a inauguré le câble sous-marin Equiano qui va desservir 9 pays sur le continent et qui va là aussi booster la bande passante globale disponible sur le continent. Et puis après, il y a aussi le câble To Africa de Facebook qui doit arriver en 2024 et qui, là aussi, va totalement changer la donne en termes de bande passante. Donc, espérons que cette question se résolve vite. Et puis, ce qui me paraît important de souligner, c'est qu'on est obligé de bien comprendre le nouveau monde que dessine le numérique, fondamentalement. Parce que, si vous voulez, c'est une histoire neuve. C'est que le numérique, grosso modo, c'est une affaire de 40 ans, quoi. Donc, on est quand même au début d'une révolution qu'il faut bien comprendre. Et par exemple, une chose qu'il faut comprendre, c'est que l'économie numérique, c'est une économie de la compétence. Je dis ça parce que si le fait fondamental du numérique, c'est de, automatiser les tâches systématiques et répétitives, donc ce qui reste, c'est les tâches qui vont demander de l'initiative, de
au fond de la matière grise, etc. Donc, c'est une économie de la compétence. Et quand vous regardez, j'ai regardé en mars dernier le dernier rapport Africa Developer Report de Google. Sur tout le continent africain, il y a à peu près 700 000 développeurs informatiques. 700 000 développeurs, c'est très peu. C'est très peu. Et d'ailleurs, la moitié de ces 700 000 est concentrée sur 5 pays. Afrique du Sud, Égypte, Maroc, Kenya, Nigeria. Donc, on a encore là aussi des progrès vertigineux à faire en termes de compréhension de ce que l'économie numérique est une économie de la compétence. L'autre point que je dois évoquer, si j'ai encore un peu de temps, je sais que Nadia, tu m'as dit que tu seras intransigeante. J'ai encore combien? Vous avez 2 minutes. Alors, c'est excellent. Bon. L'autre fait qu'il faut comprendre, c'est que l'économie numérique est aussi une économie à coût marginal nul, c'est-à-dire que la production, l'essentiel de l'investissement est concentré au début de la production. Et donc, vous avez une économie qui est de plus en plus risquée. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça crée des questions de régime de marché et ça pose un problème aux régulateurs. Là, on est au sein d'un cabinet d'avocats et je pense que ces questions-là doivent être, enfin, je pense que les gouvernements africains doivent être accompagnés sur ces questions-là parce que le rôle du régulateur dans l'économie numérique change totalement, en raison même de, j'ai envie de dire, du fait physique de l'économie numérique. C'est absolument essentiel. Et puis, je dois finir en disant simplement que en 2014, il y a le président Alassane Ouattara qui a dit que l'Afrique a raté la première révolution industrielle et la deuxième, et qu'elle n'a pas le droit de rater la troisième révolution industrielle. Je pense qu'il a totalement raison et ça doit être le repère qu'on doit placer à l'horizon. Merci bien. Merci Sophonie. Alors, il y a ce point important de l'innovation inversée qui se pose de plus en plus et qui permet donc aux pays africains qui ont appris un petit peu en marchant des nouveautés qui vont aller essaimer dans l'Occident, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Mais pour le moment, restons dans l'état des lieux. L'Afrique change, l'Afrique bouge. Elle n'a pas le droit de rater la troisième révolution industrielle. C'est aussi une histoire de politique publique. C'est-à-dire que ces politiques publiques sont-elles au diapason de toute cette transformation, à la fois sur le front régalien, au niveau de la transformation de l'administration, de sa digitalisation, de la facilitation des procédures administratives, mais aussi au niveau de l'incitation à l'économie au plan d'émergence. Et j'invite Madame l'ambassadrice à nous parler de ce volet politique public. Dans quelle mesure a-t-il permis la transformation d'un pays africain comme le Bénin ? Alors, d'abord, rebonsoir à tous, et j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez. L'Afrique bouge, elle bouge vite, et sur l'innovation inversée, c'est vrai qu'on absorbe des innovations plusieurs années après avoir été testées généralement en Occident, et la capacité d'innovation du Bénin en s'appuyant dessus, et généralement, enfin du Bénin et de l'Afrique, pardon, je ne vais pas faire un tropisme trop béninois avant de passer sur la stratégie du gouvernement, nous permet aussi souvent d'aller plus vite, même s'il reste un certain nombre de problématiques à régler. Pour parler du cas du Bénin, grâce à la vision du chef de l'État, Patrice Talon, depuis son premier mandat, le numérique a été de suite intégré à ce qu'on appelle le PAG, le plan d'action du gouvernement. La première idée de cette action sur le numérique était de pouvoir digitaliser l'administration. Cette digitalisation de l'administration n'était pas uniquement une problématique de système, mais c'était la capacité, de pouvoir numériser les services apportés aux citoyens et en parallèle de travailler aussi sur tout le plan infrastructure et aussi le plan sécurité.
Donc en 2016, ce premier cahier des charges numériques de transformation de l'État a été posé. En parallèle, on a eu aussi la construction d'une agence qu'on appelle l'ASIN, qui est l'Agence nationale des systèmes d'information, et aussi une agence qu'on appelle l'ASNI, qui est, elle, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Tout ça pour dire qu'aucune transformation digitale ne peut être faite et ne peut être concluante si elle ne s'accompagne pas du cadre réglementaire nécessaire. Une fois qu'on a posé ces deux jalons-là, il est beaucoup plus facile d'avancer. Pour parler des résultats, aujourd'hui, en 2023, le Bénin est en capacité d'offrir environ près de 250 e-services à ses citoyens. Ces e-services, ça passe des registres nationaux d'identification des personnes à la possibilité de prendre en 10 minutes un e-visa sur une plateforme de l'État, de services de numérisation aussi d'actes de naissance, et j'en passe. On a commencé d'abord par la partie service aux citoyens, et puis apprenant entre guillemets de nos succès, on a déployé aussi sur, par exemple, des services du ministère de l'économie et des finances qui sont plus attribués à une catégorie de professionnels ou à la gestion des retraites et de l'attribution des pensions. Ce qui est important derrière, c'est que se pose bien entendu la question des données personnelles, la question de la souveraineté numérique et la question aussi de l'hébergement des données. Donc en parallèle de la construction de grandes infrastructures et de déploiement aussi de l'Internet à haut débit, on a développé, déployé et maintenant qui est complètement en service, notre premier serveur, enfin data center dans une alors je ne suis pas une technicienne. En revanche, on est sur le data center de catégorie tier 3. Ce qui, dans le marché du data center, est plutôt un très bon label. Donc tout ça pour vous dire que pour le Bénin, comme pour nos voisins, la problématique est à la fois de développer des nouveaux services en profitant de compétences, entre guillemets, de partenariats extérieurs. Et je reviendrai un peu sur la stratégie et la diplomatie numérique qui nous a permis d'arriver à ces résultats, mais aussi en étant en capacité de garantir à nos acteurs locaux une sécurité des données. Beaucoup de progrès restent à faire. Il n'en est pas moins qu'on avance pas à pas. Je vais parler maintenant des partenariats. Je le disais tout à l'heure, vous parliez d'innovation inversée. Pour pouvoir déployer une transformation numérique qui, pour nous, s'est passée très très vite à l'échelle du Bénin, il est important de s'entourer et de nouer des partenariats stratégiques avec différents acteurs, sud-sud bien sûr, mais aussi nord-sud. La stratégie qui a été adoptée par le Bénin, c'est de mettre en place différents axes. On a eu des partenariats sur la stratégie de modélisation de notre plan de numérisation, où là, on a travaillé avec des pays comme l'Estonie, par exemple, pour toute la partie plateforme d'e-services digital, et on parlait tout à l'heure de SmartGov, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On a eu des partenariats aussi sur la conception avec des pays comme le Rwanda, puis sur des problématiques plus d'investissement en capacité, on va aller interagir avec des acteurs chinois. Puis, par exemple, sur des projets plus de normalisation, d'audit des procédures, d'audit de lancement, mais aussi d'audit de délivrabilité, on va travailler avec des cabinets français et on va s'ouvrir comme ça avec une diplomatie que j'appellerais agile pour être en capacité d'avoir d'un côté des partenariats de transfert de compétences et de l'autre côté des partenariats aussi d'investissement pur dans les infrastructures. Quand je parle de transfert de compétences, c'est très important. Aujourd'hui, effectivement, on contractualise avec des acteurs étrangers, ce qui va poser et remonter aussi la question de la souveraineté. Mais quand on le fait, l'axe qu'on prend, entre guillemets, c'est celui du transfert de compétences. C'est comment ces partenariats vont nous permettre, en notre sein, de développer des nouvelles compétences et de stimuler l'écosystème entrepreneurial et les vocations numériques, avec cette perspective à moyen long terme d'être en capacité d'alimenter, de nourrir et d'accélérer la capacité d'innovation intérieure. Je pourrais rajouter encore plein de choses. Il me reste du temps. Il me reste 1 minute.
Une minute, je vais faire un petit clin d'œil à ce qui se passe aujourd'hui au Bénin. On tombe pile poil dans la semaine du numérique. Une semaine de numérique qui a été aussi marquée par une actualité en fin de semaine dernière, si vous l'avez suivi. Starlink est désormais accessible au Bénin, comme elle l'est au Nigeria et comme elle est sur d'autres pays du continent. Ce que ça ouvre comme question, c'est qu'on parlait, non pas de la fracture numérique, mais c'est un autre sujet, mais de l'accessibilité, du taux de couverture, entre guillemets, des territoires avec un accès à l'Internet très haut débit. L'Internet satellitaire, aujourd'hui, pourrait nous permettre, j'allais dire en vulgarisant, en un claquement de doigts, de résoudre grand nombre de problématiques. Pour autant, la disponibilité de Starlink n'équivaut pas encore aujourd'hui à une effectivité sur le territoire et une accessibilité des citoyens. Donc, l'ensemble de ces nouvelles technologies nous mettent aussi au défi de pouvoir les intégrer le plus rapidement possible dans nos dispositifs d'accélération de cette transformation numérique. Voilà, j'ai mangé ma minute. C'est bon. Merci. Très intéressant. Alors là, vous posez la question sur la capacité d'absorption des nouvelles technologies auprès de la population. Je suppose que c'est un chantier de longue haleine, mais qui demande aussi un accompagnement de politiques publiques plus accélérées et des partenariats plus appuyés. Vous avez évoqué dans votre intervention la sensibilité de la question de la souveraineté numérique. Comment un État peut, tout en allant vers l'innovation, protéger sa propre data, encore plus maintenant dans ces temps incertains de guerre, de changement climatique, de conflits entre les États. J'invite Maître Thierry Dor à nous en parler davantage, essentiellement sur comment les pays africains gèrent cette question sensible de protection des données personnelles à travers votre expérience, puisque vous avez travaillé et vous travaillez toujours avec de grands groupes, et surtout comment cette réglementation, disons, encourage les investissements. Comment un pays africain qui se dote d'un cadre réglementaire abouti en termes de données personnelles, eh bien, il balise très facilement la route vers l'innovation. Merci beaucoup, Nadia. Alors, quand on se pose la question de la protection des données personnelles, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on protège les données personnelles. Et je pense qu'il y a deux grandes conceptions qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent, qu'il est important de rappeler. Il y a une première conception qui est une conception que j'appellerais humaniste et démocratique. Et cette première conception, vous la retrouvez à travers, par exemple, une des premières lois de protection des données, la loi française, qui s'appelle Informatique et Liberté. Et à l'époque, on a peur d'un État Big Brothers. Et donc, on crée une autorité indépendante, mais il faut vraiment qu'elle soit très indépendante, pour lutter contre les velléités de l'État d'organiser des traitements à grande échelle de l'ensemble des citoyens français. Et pourquoi je l'appelle humaniste et démocratique? Parce que ce courant de pensée, eh bien, il vise à protéger la liberté de circuler, il vise à protéger la liberté de conscience et de religion, il vise à considérer que la protection des données personnelles, c'est une liberté individuelle et fondamentale. Et je vous rappelle à ce titre que en Europe, on a dans la Convention européenne des droits de l'homme un article 8 qui prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, et un article 16 dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel le concernant. Donc on a cette grande conception humaniste et démocratique que la protection des données personnelles, c'est extrêmement important pour l'individu. Et puis, on a une deuxième conception, qui est une conception que j'appellerais plus économico-mondialiste. Et je pense que le premier acte qui témoigne de cette conception, ce sont les guidelines de l'OCDE sur la protection des données. Et à l'époque, en 1980, l'OCDE imagine que l'état de la protection des données dans le monde, c'est-à-dire des réglementations peu présentes, peu nombreuses, très disparates, est un frein au transfert des données et donc est un frein au développement de l'économie mondiale de la donnée. Et donc l'OCDE en 1980 crée ces fameuses guidelines sur la protection des données et les flux transfrontières pour inciter les pays à se doter d'un minimum de protection
pour favoriser le transfert des données. Et puis, dans cette conception économico-mondialiste, il y a aussi quelque chose d'important avec le développement de l'économie numérique. C'est qu'on le sait bien, si on veut que les gens, les citoyens, les assurés, les clients partagent leurs données, eh bien, il faut qu'ils soient rassurés sur le fait que les acteurs qui vont traiter ces données ne vont pas en faire n'importe quoi. Avec un petit bémol, alors je ne sais pas si ce bémol est présent sur le continent africain, mais en tout cas il est très présent en Europe, c'est ce qu'on appelle le privacy paradox, c'est-à-dire qu'on est tous très attentifs quand on est interrogé sur le fait que nos données c'est très précieux, il ne faut pas qu'on en fasse n'importe quoi, et puis on a tendance à accepter les conditions générales de l'ensemble des réseaux sociaux et autres sans même les lire, en allant le plus vite possible jusqu'à la case à cocher et sans vérifier si les conditions générales nous garantissent un niveau de protection élevé. Et puis, je dirais que ces deux conceptions, elles ne s'opposent pas, elles se complètent. Et je vais vous en donner un exemple qui, pour moi, est assez parlant. C'est le considérant 10 du RGPD qui nous explique que, afin d'assurer un niveau cohérent et élevé de protection des personnes physiques et de lever les obstacles au flux de données à caractère personnel au sein de l'Union, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes physiques à l'égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les États membres. Et je reviendrai en ce qui concerne le continent africain dans la partie sur les perspectives. Donc voilà, je pense que c'est important de rappeler ces deux conceptions et on voit qu'elles peuvent aussi se recroiser puisque quand vous parliez, Madame l'ambassadrice, de tout le développement de la e-administration et des services aux citoyens, eh bien on voit bien que c'est un mélange de ces deux conceptions qui se retrouvent dans toute cette dimension. Et puis juste un petit mot, vous avez parlé de la régulation de l'économie numérique. Aujourd'hui, ce qu'on constate en Europe, c'est que de plus en plus, les autorités de protection des données sont des régulateurs de l'économie digitale. Quelles sont les deux grandes autorités qui s'attaquent aux GAFAM en Europe? Eh bien, ce sont les autorités de concurrence et les autorités de protection des données personnelles. Et donc, les autorités de protection des données personnelles sont devenues aujourd'hui des vrais régulateurs de l'économie digitale. Alors, sur les constats, je voudrais partager quelques slides avec vous. On y va. Alors, c'est une carte qui est préparée par la CNIL et qui vous donne un panorama des réglementations sur le continent africain. Alors, je n'ai pas réussi à masquer les premières cases très bleues qui, en fait, ne concernent pas le continent africain, puisque les pays membres de l'UE, on n'y est pas. Les pays de protection adéquate, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de pays africain qui est reconnu comme étant de protection adéquate par l'Union européenne. Et puis, le pays en indication partielle, c'est une exception. En fait, c'est le Canada. Il y a un seul pays qui est visé par cette catégorie. Trois catégories nous intéressent. D'abord, il y a quelques pays encore qui n'ont pas de loi. Alors, c'est une minorité. Et puis, on sait qu'un certain nombre de ces pays qui n'ont pas de loi, je pense notamment au Cameroun, sont en train de réfléchir activement à un projet de loi. Je pense à la RCA, qui actuellement a un projet de loi qui est à l'examen. Donc, je dirais que pour ceux qui n'ont pas encore de loi, pour beaucoup d'entre eux, ils sont sur le chemin vers l'adoption d'une loi en matière de protection des données personnelles. Et puis, il y a les pays qui ont une protection des données personnelles, qui ont une législation, qui est le bleu clair, mais qui n'ont pas encore d'autorité indépendante. Et je pense que c'est très important si on veut, dans cette conception humaniste et démocratique, avoir un très bon régime de protection des données personnelles. Il faut des autorités indépendantes. Et d'ailleurs, c'est un des critères qui est retenu par l'Union européenne et par la Commission européenne pour accepter de délivrer ce label de protection adéquat à un pays étranger. C'est une autorité indépendante et fortement indépendante pour pouvoir s'opposer au gouvernement lorsqu'elle considère que le gouvernement fait des choses qui ne vont pas nécessairement dans le bon sens. Et puis, il y a un certain nombre de pays. Alors, il en manque un, puisque l'Algérie s'est dotée d'une autorité il y a 1 an et demi, donc la carte n'a pas encore été mise à jour. Il y a un certain nombre de pays qui remplissent toutes les cases, ils ont une législation et puis ils ont une autorité de protection qui est là pour à la fois faire respecter la loi, mais aussi pour éduquer les publics, pour expliquer aux différents acteurs quelles sont leurs responsabilités vis-à-vis des personnes concernées. Et donc, vous voyez bien, on a pour le moment une situation qui est quand même assez disparate quand on voit cette mosaïque de couleurs sur le continent africain. Je voudrais maintenant passer à une deuxième slide, puisque Nadia m'a autorisé 2 slides, pas de plus, qui concerne un certain nombre de pays et leur réglementation. Alors,
À tout seigneur, tout honneur, je commence par le Bénin. Alors, la première fois que je me suis intéressé à une réglementation sur le continent africain, c'était le Maroc, qui, je crois, devance de quelques mois la réglementation au Bénin. Mais c'est vrai que le Bénin a la particularité d'être un des tout premiers pays du continent à s'être doté d'une réglementation. Alors, à l'époque, 2009, on n'est pas encore sous régime RGPD en Europe. On a la vieille directive qu'on appelle la directive 95-46. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans l'exemple du Bénin, c'est que donc c'est un des tout premiers pays à avoir mis en place une réglementation, mais en plus c'est un des rares pays à avoir fait évoluer cette réglementation pour tenir compte des apports du RGPD. Vous savez que nous, Européens, on considère que le RGPD, il a surtout été là pour combler le vide que ne couvrait pas l'ancienne directive en matière d'Internet et d'économie digitale. Le législateur européen considérait que la vieille directive n'était pas suffisante pour bien protéger les individus face à Internet. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles on a fait ce règlement général sur la protection des données. Il y a d'autres raisons, mais c'était une des raisons principales. Et ce que je voudrais vous dire à travers cette slide sur les différents pays qui sont dotés de réglementation, deux choses. La première, c'est que vous voyez une espèce d'accélération depuis 5 ans. Il y a de plus en plus de pays qui se dotent d'une réglementation. Alors, il y a plein de raisons. Peut-être qu'une des raisons aussi, c'est l'effet qu'a eu le RGPD sur le monde, parce qu'il n'y a pas que en Afrique que de nombreux pays sont dotés d'une réglementation. Je prends 2 exemples récents. La Chine, qui était un des grands absents des réglementations, s'est dotée d'une réglementation il y a 2 ans. Il y a 3 semaines, on faisait ici une conférence sur la nouvelle loi qui vient d'être votée en Inde. Et donc, on voit bien que tous les grands pays, y compris tous les grands pays du digital dans le monde, se dotent aussi d'une réglementation en matière de données personnelles. Et il y a probablement une influence du RGPD sur ce développement des réglementations. Et puis, il y a un deuxième constat qui, lui, est moins bon, pas bon, c'est en fait la lenteur de mise en œuvre de ces réglementations. Je vais prendre quelques exemples. En Algérie, la loi date de 2018 et en fait, elle est entrée en vigueur cet été, au mois d'août. Pourquoi? Puisque la loi devait entrer en vigueur 1 an après l'installation de l'autorité. Et en fait, il a fallu 4 ans pour installer l'autorité en Algérie. Et donc, en fait, cette loi existe depuis 2018, mais elle n'est entrée en vigueur qu'il n'y a qu'un an. Même chose si je prends l'exemple de l'Afrique du Sud. En fait, la loi date de 2013. Elle est entrée en vigueur en 2021. Il a fallu 8 ans pour en faire entrer en vigueur la loi. En Égypte, la loi est soumise à la publication d'un décret. Elle rentrera en vigueur 1 an après la publication de ce décret. Ce décret n'est pas encore publié. Et puis, il y en a d'autres. Madagascar, l'autorité n'a pas encore désigné. Ça fait plusieurs années que la loi est votée, mais elle ne peut pas être entrée en vigueur. Et donc, dans le constat, en fait, si je prends ces 2 slides, on a une situation qui est très disparate et on a des temps d'implémentation qui sont relativement lents, avec pour beaucoup de ces pays des réglementations qui sont récentes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat? Quelles sont les perspectives qu'on peut dresser, considérant bien entendu que c'est bien pour la conception humaniste démocratique, puis c'est bien aussi pour la conception économico-mondialiste de développer ces réglementations, puisqu'elles apportent de la sécurité, elles apportent de la liberté et elles apportent du bien-être aux différentes personnes concernées. Et là, je vais vous parler de 2 choses. La première, ce sont les réglementations ou les initiatives panafricaines. Alors là encore, malheureusement, un peu de lenteur. On a 3 initiatives qui sont très intéressantes en matière d'initiatives panafricaines. La toute première, c'est ce qu'on appelle l'acte additionnel relatif à la protection des données à caractère personnel, mais qui ne couvre que l'espace CEDEAO, qui date de 2010 et qui donc était destiné à créer une espèce de cadre qui devait inspirer les États membres de la CEDEAO pour prendre des réglementations nationales. Il y a un deuxième exemple qui ressemble étrangement à celui de la CEDEAO, c'est l'initiative qui, elle, est beaucoup plus large, qui est l'initiative de l'Union africaine, qui est la convention dite de Malabo, qui date de 2014. Donc c'est le même principe, et d'ailleurs les 2 textes se ressemblent beaucoup. On va essayer de définir un cadre et d'inciter les différents pays à adopter une réglementation qui s'inscrit dans ce cadre, pour favoriser des réglementations cohérentes et qui permettent un transfert des données interafricains, qui sont pour moi les 2 grands axes, des 2 premiers grands axes dont je voulais vous parler, sur lesquels il faut travailler. Il faut de la cohérence.
On a vécu pendant des années en Europe avec des réglementations qui n'étaient pas cohérentes. C'est très difficile pour les acteurs de se développer alors qu'ils doivent faire dans chaque pays face à des réglementations qui ne sont pas cohérentes. Et puis il y a le transfert. Et quand je parle du transfert des données, c'est à la fois le transfert interafricain et puis le transfert vers d'autres destinations et aussi à destination de l'Afrique. Tout ce qui va dans un renforcement d'un socle minimum et cohérent de protection, eh bien, doit inciter les gens à pouvoir mieux transférer les données, plus transférer les données, mais aussi à l'étranger à pouvoir les envoyer plus facilement vers l'Afrique. Alors pourquoi je parlais tout à l'heure de lenteur, c'est que on retrouve cette lenteur, parce qu'aujourd'hui, la Convention de Malabo, il fallait 15 États qui la ratifient pour qu'elle entre en vigueur. Le 15e État a ratifié uniquement l'année dernière, donc on voit bien qu'on est dans un processus d'adoption qui est très très lent et qu'il faut probablement qu'on aille plus vite si on veut développer ces instruments panafricains. Et puis le dernier instrument que je voulais juste mentionner pour mémoire, c'est la loi type de protection des données qui a été développée dans la communauté de développement d'Afrique australe, et qui là a une approche qui est légèrement différente. En fait, la SADC a créé une loi type en invitant les pays de la SADC, s'ils n'avaient pas de législation, à, entre guillemets, copier cette loi pour l'implémenter dans leur ordre juridique interne, mais il y a eu peu de suivi à la suite de cette loi type. Donc, pour moi, les perspectives, c'est qu'il faut absolument aller plus vite, et aller plus vite dans le sens d'une cohérence des réglementations. Je trouve que les réglementations sont trop disparates, et on a vécu cette situation en Europe qui n'était pas bonne pour le développement des deux conceptions de la protection des données, et puis favoriser les instruments de transfert. Je trouve qu'il est dommage qu'aujourd'hui aucun pays n'ait réussi à franchir le pas de la reconnaissance d'une protection adéquate par la Commission européenne, et ce serait probablement une grande victoire pour le continent africain à partir du moment où un des pays d'Afrique réussissait cet examen de passage. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs pays qui ont fait des demandes de reconnaissance d'adéquatie auprès de l'Union européenne et de la Commission européenne, mais ils ne sont pas arrivés. Et puis après, il y a peut-être un dernier enjeu. On l'a vu dans beaucoup de pays. Je pense qu'il est aussi important de favoriser l'éducation dans le domaine de la donnée personnelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui se font, et c'est très bien, avec des cabinets européens, français et autres, mais on a constaté, et notamment en France, où les masters en matière de protection des données se sont énormément développés au cours des 5-6 dernières années après l'entrée en vigueur du RGPD, à quel point le fait d'avoir des études, une pensée des travaux universitaires dans le domaine de la protection des données, en fait, est bon parce que d'abord, ça aide les acteurs à mieux respecter la loi, à mieux la comprendre, à mieux l'appliquer, mais aussi ça aide à plus réfléchir, à plus penser sur le domaine de la protection des données. Et donc, dans les perspectives, je pense que si vous avez une influence quelconque sur des programmes universitaires dans un certain nombre de géographies, poussez pour que la data protection soit reconnue comme une matière, et pas seulement dans les enseignements juridiques. Beaucoup de masters aujourd'hui ne sont pas que des masters juridiques. Il y a aussi des masters d'informatique qui vont promouvoir la donnée personnelle dans leur programme d'études. Voilà. Merci, Maître Dor. Très intéressant. Alors, moi, personnellement, j'aurais aimé vous poser une question par rapport à ce que vous avez expliqué sur le manque de standardisation des réglementations entre les pays africains. Que va changer la ZLECAf là-dedans? C'est-à-dire, je pense qu'il y a une cellule données personnelles qui a été créée au sein de la ZLECAf au même titre que la standardisation des données douanières et tarifaires. Où on est par rapport à ce point. Et puis une deuxième question qui me semble aussi aller de pair avec la nécessité pour un pays de se doter en réglementation. Qu'en est-il du stockage de la data, de la souveraineté du stockage de la data? Parce que ça aussi, c'est un enjeu. C'est un enjeu pour les pays africains, ce que je disais tout à l'heure, un enjeu de souveraineté, mais également avec toutes les perturbations qu'on connaît dans le monde. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de centres de data. À ma connaissance, je sais qu'au Maroc, ils commencent à s'intéresser à cette question, mais je ne sais pas, est-ce que le Bénin aussi, ce que vous avez expliqué de plus en plus, qu'en est-il par rapport à ça? Est-ce que ce sont ces centres-là qui vont permettre cette protection au niveau étatique et puis aussi, bon, sur la question de la ZLECAf.
Et après, je donnerai la parole au public. Promis. Au risque de vous décevoir, je vais prendre un joker sur la première question pour pouvoir me consacrer à la seconde. En fait, quand on a regardé au tout début, en 2009, la loi marocaine, à l'époque, il y avait une initiative qui s'appelait Casachor, qui était destinée à créer un grand hub de traitement de données, mais pas pour le Maroc, pour l'Europe, pour permettre le nearshoring, c'est-à-dire l'outsourcing vers le Maroc d'un certain nombre de traitements de données. Et donc, le Maroc a voté cette loi, a fait une demande d'adéquatie qu'il n'a pas obtenue. Mais donc, il y avait cette volonté d'attirer les données vers l'Afrique pour traiter les données en provenance de l'Europe. Aujourd'hui, la question de la souveraineté en Europe, et je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours une question qui est bien posée. Donc aujourd'hui, on a un grand mouvement de souveraineté digitale, que ce soit en France, en Europe. D'ailleurs, ce n'est pas toujours très cohérent. On ne sait plus très bien où est-ce qu'on doit être plus souverain. Est-ce qu'on doit être plus souverain sur le pays ou est-ce qu'on doit être plus souverain sur l'Union européenne? Et en fait, ce mouvement, il vient à dire que, globalement, dès lors qu'il y a des capitaux étrangers dans un data center, ce data center n'est pas immune. C'est-à-dire qu'il n'est pas immune d'influence étrangère, de captation par un gouvernement étranger. Alors, on vise essentiellement le gouvernement américain à la suite d'un certain nombre de scandales. Mais aujourd'hui, on ne regarde pas où la donnée est-elle la mieux protégée, on regarde si elle est immune ou pas immune. Et il se trouve, malheureusement, qu'aujourd'hui, les grands hyperscalers, ils ne sont pas français, ils ne sont pas allemands, ils ne sont pas italiens, ils sont tous américains. Et donc aujourd'hui, ce sont ceux qui sont le plus à même d'apporter le maximum de protection lorsqu'on stocke les données. Alors oui, pour des traitements très très régaliens, l'État se dote d'un cloud souverain, mais qui ne peut pas accueillir tout le monde. Donc sur tout ce qui est police, justice, effectivement, on a un cloud souverain pour héberger les données, mais dès qu'on sort de cette notion de cloud souverain, on a tendance de plus en plus à freiner les acteurs à aller vers les hyperscalers américains. Mais en fait, on n'a pas vraiment d'offres aujourd'hui à leur proposer. Et je pense qu'un discours sur la souveraineté, il passe d'abord par un équipement souverain avant d'avoir un discours sur la souveraineté. Et aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins en Europe. Et c'est peut-être un message que j'adresse pour si la question doit être regardée par un certain nombre de pays africains. C'est bien de parler de souveraineté digitale, mais encore faut-il en avoir les moyens. Et aujourd'hui, on n'en a pas véritablement les moyens en Europe, même si on s'équipe à marche forcée. On a beaucoup de situations où on a demandé à des acteurs, notamment je pense à un acteur dans le domaine de santé, de quitter un hyperscaler américain. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le quitter parce que les standards de sécurité qui lui sont offerts par cet hyperscaler américain sont supérieurs à ce qu'il peut trouver sur le marché français. Et donc, il faut manier ce discours de la souveraineté avec beaucoup de précautions quand on ne s'est pas doté préalablement des moyens d'une vraie souveraineté. D'accord. Merci pour votre réponse. J'ouvre la séance aux questions du public. Je vous demanderai juste de formuler vos questions d'une façon brève et concise pour permettre la circulation de la parole. Je ne sais pas s'il y a un micro-baladeur dans la salle. Quelqu'un qui veut prendre la parole? Merci beaucoup. Je vais juste faire une observation et puis après poser une question à son Excellence. Et mon observation, c'est que je suis moins enthousiaste que M. Koboudé sur l'état de santé numérique. Tout simplement parce que, voyez-vous, et Nessan a bien rappelé l'évolution de la révolution numérique, de la révolution économique ou technologique, je ne me rappelle plus. Et le souvenir que j'ai de mon enfance, c'est que globalement, on avait beaucoup de nos populations qui utilisaient les voitures, et qu'on avait de très bons garagistes, on avait de très bons mécaniciens. Mais ça n'a jamais fait de nous des producteurs d'automobiles. Et je crains qu'on soit dans le même cas de figure. On ait de très bons usagers, et d'ailleurs, tant mieux, parce qu'on n'a pas de legacy, on n'a pas d'historique, et donc, on a une capacité d'accepter notre usage très très rapidement. C'est pour cela qu'on est très bon, et vous parlez d'innovation, et inversé, c'est ça.
Donc, moi, je suis moins enthousiaste parce que ça ne fera jamais de nous des producteurs des équipements dont parlait monsieur l'avocat quand il parlait de souveraineté. Moi, je ne parle pas de souveraineté, je parle d'autonomie. Hein. Et ça ne fera jamais de nous quelqu'un en capacité de faire des switches qui sont vraiment de véritables enjeux, des câbles transatlantiques et des OS, des systèmes d'exploitation. Tout se joue à ce niveau. Okay? Donc, pour moi, l'Afrique des idées devait aussi être porteur de ces enjeux-là, surtout que le ticket d'entrée, contrairement à monsieur qui disait c'est trop cher, pour moi, le ticket d'entrée, il est moins élevé que dans le cadre de l'automobile, par exemple. OK? Donc, maintenant, pour madame, la question que je voudrais vous poser dans le cadre du Bénin, qui est mon cher pays que j'adore, c'est que dans l'observation qu'il avait fait qu'il manquait des développeurs, quelles sont les politiques publiques aujourd'hui pour pouvoir arriver à donner ces compétences-là pour accélérer, je dirais, la transformation de nos usages. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On prendra peut-être une deuxième question, on les regroupe, comme ça on aura des réponses groupées. Monsieur, au milieu de la salle. Bonsoir à tous, je suis Koulibaly Sidiki, je suis développeur informatique. Ma question va rejoindre un peu celle de monsieur derrière. C'est surtout de savoir, est-ce que dans la politique de passation de compétences que nos gouvernements amorcent pour pouvoir faire les partenariats de digitalisation des gouvernements, est-ce qu'il y a une perspective en fait de passation de compétences à nos développeurs ou à nos jeunes locaux? Et aussi, on constate aussi la fuite de talents de nos pays vers l'Hexagone. Est-ce qu'il y a des politiques qui permettent d'encourager les jeunes à rester sur place ou à mieux avoir des initiatives d'entrepreneuriat pour nos pays locaux? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question? Comme ça, on passe aux réponses. Non, je ne pense pas. La parole est à vous, Madame l'ambassadrice. Merci. Peut-être pour répondre sur la question des politiques publiques, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il y a toute la partie enseignement. C'est quels investissements et quels partenariats ont-nous pour être en capacité de former les futurs développeurs ou ingénieurs systèmes de demain. Aujourd'hui, le Bénin a des partenariats, notamment avec des écoles telles que l'Epitech pour la partie développement. Favorise toute la partie innovation code à travers sa cité du savoir qu'est Semicity. Mais surtout, je crois que ce qui est important, et ça rejoint un peu la deuxième question, c'est l'application de ces compétences. Au Bénin, ou surtout au continent africain ou comme en France, la problématique n'est pas tant d'avoir des jeunes qui ont une bonne formation, il faut que cette formation elle soit appliquée aux besoins du territoire dans lequel ils souhaitent travailler. Et c'est pour ça que la stratégie de partenariat avec des acteurs externes qui conditionnent les contrats au recrutement de salariés locaux permet aussi ce transfert de compétences et cette montée en compétences de nos jeunes formés béninois sur le territoire. Ce n'est pas une solution imparable pour la partie de la fuite des cerveaux, j'embraye les deux questions, mais parce que la problématique qu'on a aussi en France, c'est la fuite des cerveaux vers les États-Unis. Donc clairement, la mobilité des citoyens restera une problématique. En revanche, si on est en capacité d'attirer les bons investisseurs pour proposer des emplois que je qualifierais de décents, mais pas que décents, intéressants pour notre vivier de talents, on pourra contrebalancer ce phénomène d'exode des cerveaux. Et peut-être non, j'ai tout dit de ce que je voulais dire. Merci. Il y a aussi un phénomène de retour des cerveaux, mais j'inviterai Sophonie, qui a été interpellée sur la première question, à répondre. Oui, j'assume totalement d'être un éternel optimiste, tant que ça ne devient pas un optimisme béat, quoi. Je crois que la question de la souveraineté,
aujourd'hui doit être, et là je rejoins totalement Maître, parce que doit être manié avec beaucoup de précautions. J'ai envie de dire bienvenue dans le monde de l'interdépendance. On ne peut pas aujourd'hui imaginer un pays totalement isolé, replié sur lui, etc. etc. Je n'y crois pas. Bon, voilà. Et puis, sur la question de l'analogie avec les garagistes, on n'est jamais devenu fabricant de voitures. Je dois dire que c'est une question de positionnement dans la chaîne de valeur. C'est-à-dire que la question c'est, et ça dépend de chaque pays, dans la chaîne de valeur, où est-ce qu'on veut se positionner? Alors, on pourrait dire, bon, ben, on va faire du Bénin ou de la Côte d'Ivoire une terre d'électronique, par exemple. Voilà. On va fabriquer des puces. Parce que, après tout, le numérique, c'est quoi? C'est la conjonction de 3 techniques fondamentales, c'est-à-dire la microélectronique, le logiciel et Internet. Et c'est cette combinaison-là qui produit le nouveau monde qu'on a aujourd'hui. Comme 3 techniques fondamentales ont provoqué la première révolution industrielle. Donc la question, et moi je pense qu'elle se pose en ces termes, c'est il est quasiment impossible de se situer partout sur la chaîne de valeur. Et puis c'est inefficace économiquement parlant. Donc je vais redire peut-être des banalités, mais on revient à la bonne vieille spécialisation. Il faut accepter que c'est comme ça et évidemment réduire, comment dire, la dépendance au sens où sur les parties de la chaîne de valeur où on est dépendant de l'extérieur, il me paraît absolument crucial de diversifier les fournisseurs. Et là, je pense qu'on aura réussi quelque chose. L'idée qu'on serait exceptionnel en faisant tout, je n'y crois pas. Et puis sur la question au fond, de la formation. 10 secondes. Ah, pardon, oui. 10 pardon, secondes. Oui, alors, pardon. Top chrono. Oui, top chrono. Donc, sur la question de la formation, je pense que, malheureusement, le numérique crée finalement un monde à dimension zéro, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être guinéen et bosser pour une entreprise australienne. Parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, etc., on voit bien qu'au final, la question géographique saute. Et ça, je veux dire, il n'y a pas de magie à faire. Merci Sophonie. Madame l'ambassadrice, vous voulez placer un dernier mot? Pour parler effectivement de la fuite, on a aussi des très belles histoires de retour. L'exemple du Bénin est assez édifiant à ce titre. À la tête de l'Agence nationale des systèmes d'information, on a un membre de la diaspora béninoise qui est revenu pour s'investir dans le développement du numérique au Bénin. On a la même chose au niveau du ministère du numérique aujourd'hui et aussi de l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information. Et je crois que le cas du Bénin n'est pas isolé. Sur la cybersécurité en Côte d'Ivoire, c'est le cas aussi. Il y a, je crois aussi, une responsabilité que nous avons, nous, Africains, de vouloir investir nos compétences dans la transformation de nos pays à différents niveaux. Et voilà, un si beau mot de la fin. Merci beaucoup. Si tu permets, Nadia, un petit... Je dois clôturer, Sophonie. Un petit point pub. Effectivement, tout ce que j'ai raconté, notamment en première partie, est disponible dans un petit livre qui s'appelle « Le digital au secours de l'Afrique ». Tout à fait. Que vous trouverez sur Amazon. Et n'hésitez pas. J'avais prévu en ramener. Malheureusement, mon éditeur m'a appelé hier pour dire qu'il y a eu un problème de livraison par l'imprimeur. Donc, je suis bien désolé. L'ayant lu, je vous le recommande fortement. Merci à vous. Au nom de l'Afrique des idées, du cabinet GIDE et de notre public, je remercie chaleureusement les panélistes. On va clôturer ce premier panel. On va avoir 5 minutes, mais vraiment 5 minutes, pas plus, au sein de l'auditorium pour vous permettre de vous rafraîchir. Et on commence juste après le deuxième panel. Merci à vous.
Ok, parfait. Donc, de commencer le deuxième panel de suite. Donc, je vais commencer par introduire Matina. Donc, Matina est ivoiro-malgache, parce que je vois dans tous les articles qu'elle écrit malgache, mais elle est née en Côte d'Ivoire, donc nous, on la réclame. Elle est ivoiro-malgache. Elle est étudiante en sciences politiques à la Sorbonne. Elle a fait l'incubateur d'HEC à la station F. Et elle est de ceux qui tentent de pouvoir résoudre les problématiques de développement par la formation, avec pour ambition de former 12 000 acteurs du numérique au cours des 2 prochaines années. Il y en a déjà plus de 1500 qui sont inscrits dans son école. Et donc, je t'invite à venir nous rejoindre. Je pense que ça peut s'applaudir. Alors, nous avons aussi à distance Abdoulaye Bari. On a des petits soucis de connexion avec la Guinée actuellement, mais bientôt il va les résoudre comme c'est un grand entrepreneur. Et donc, Abdoulaye est expert en informatique. Il a réussi à développer une solution pour faire quelque chose que personne dans la diaspora ne veut faire, c'est-à-dire envoyer de l'argent au pays. Et du coup, il a levé plus de 3 millions d'euros pour ça. Et en fait, il a réussi quand même à développer une solution fiable, abordable et qui permet à la fois l'inclusion financière, mais aussi de réduire les coûts des frais de transfert. Donc, je vous propose d'applaudir Abdoulaye, même s'il est à distance. Nous avons également M. Franck Guyader, maître Franck Guyader, qui est un expert des questions de monnaie digitale, de crypto-monnaie, mobile banking, etc., et qui est donc directeur de l'équipe JIT 255. Je vous invite à l'applaudir. Et à nous rejoindre. Et enfin, nous avons Sophonie Koboudé. Je crois que vous l'avez vu tout à l'heure. Vous l'avez aussi entendu d'ailleurs. Il est directeur général de l'Afrique des idées, donc c'est mon patron. Donc je te propose de nous rejoindre, s'il te plaît. Il est spécialiste des questions digitales. Et il a récemment publié un livre qui s'appelle « À table avec Mara », donc Moussa Mara, l'ancien Premier ministre du Mali. Donc voilà. Un instant, s'il vous plaît. Du coup, nous allons commencer ce panel par une question plutôt un peu généraliste, qui est de savoir, en fait, quelles sont les pensées, par exemple, de Sophonie, toi qui est spécialiste des questions de digital en Afrique, quelles sont tes pensées sur l'innovation numérique et le développement du numérique en Afrique? Donc, de façon générale, comment est-ce que tu conçois la chose? Comment est-ce que tu vois ce secteur-là se développer et comment est-ce qu'il peut permettre d'impacter le développement dans nos contrées? Merci beaucoup. Alors, je te rappelle qu'au sein de l'Afrique des idées, c'est très horizontal. Non. Il n'y a pas de chef. Donc, plus sérieusement, je pense que la question soulevée est absolument vraiment importante, la question de l'innovation. Parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup, enfin qu'on emploie beaucoup depuis à peu près 10 ans, parce qu'avant, on parlait de progrès. Maintenant c'est innovation. Parce que nous vivons avec le numérique un moment, pour les économistes qui sont dans la salle, un moment schumpeterien. C'est-à-dire qu'on on vit un moment où un vieux monde est en train de mourir, mais à petit feu, et un nouveau monde apparaît avec ces motifs de disruption. Et donc, dans ce nouveau monde, l'innovation apparaît être l'élément absolument important pour se développer. Parce qu'en réalité, quand on parle d'innovation, c'est pour faire quoi? C'est pour faire de la productivité. C'est pour aller plus vite. C'est l'histoire humaine d'ailleurs. Et pourquoi cette question tarde à prendre de l'épaisseur sur le continent africain? C'est parce que ceux qui font de l'innovation, en réalité, sont des entrepreneurs. C'est eux qui font de l'innovation. Alors, l'État peut jouer le rôle d'État jardinier, c'est-à-dire mettre en place un environnement nourricier, mais à la fin de la journée, ceux qui font l'innovation, ce sont les entrepreneurs. Et pour que ces entrepreneurs puissent faire de l'innovation, il faut qu'ils soient financés. Et donc, ceci nous amène à la question de comment est-ce qu'on doit penser le financement
des startups dans le numérique. Et pour ça, il ne suffit pas juste de commencer à dire « Oh, les banques ne financent pas, etc. » Non, il faut réfléchir à ce nouveau monde. Eh bien, tout à l'heure, je disais que l'économie numérique, une de ses caractéristiques, c'est que c'est une économie à coût marginal nul. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes dans une économie où l'essentiel des coûts de production se concentre au départ de la production. Alors, je donne un exemple pour être clair dans mon propos. Imaginons, vous avez une idée, vous voulez fabriquer, je ne sais pas quoi, vous voulez monter un business de pizzeria. Bon, vous montez votre pizzeria, ça ne marche pas, vous ne vendez pas de pizza. Bon, vous fermez, quoi. Vous fermez, vous avez encore quelques éléments à récupérer. Vous avez peut-être un peu de pâte, un peu de tomates à revendre, etc., pour rentrer dans vos coûts de base, etc. Bon, vous récupérez quand même un peu de sous. Il n'y a pas beaucoup de sunk cost, n'est-ce pas? Simplement, dans l'économie numérique, et là, je vais donner un exemple personnel, parce qu'il faut aussi parler de ces échecs. Il y a quelques années, moi, j'ai monté avec un ami un logiciel au Bénin pour gérer les notes des élèves dans les écoles. Bon, on a fait flop pour des raisons diverses et variées, mais à la fin, le code informatique qui est notre produit, il vaut zéro. Il vaut zéro. Vous voyez que finalement, l'économie numérique, finalement, c'est une économie à risque maximum. C'est qu'on met... Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a mis 6 développeurs pendant 6 mois, on sort un produit, il fait flop, et voilà. On se retrouve avec zéro. Alors, je sais que tu m'avais dit qu'il me reste très peu de temps. Je vais te dire que, justement, je prends la balle au bon pour introduire Abdoulaye, qui, lui, pour le coup, a réussi à lever 3 millions d'euros, et qui va donc nous expliquer comment est-ce qu'on structure une start-up pour pouvoir attirer des capitaux à la fois internationaux et locaux en Afrique. Est-ce que je peux faire la transition? Fais la transition, comme ça il fera une transition de l'argent vers toi. Donc la transition, c'est que, comme l'économie numérique est une économie à coût marginal nul, eh ben, il faut se dire que ce dont a besoin les entrepreneurs, ce n'est plus la forme de financement dont ils avaient besoin. Il y a un écho. Dont ils avaient besoin dans la vieille économie. Ce n'est plus la dette, qui va faire fonctionner les entrepreneurs dans le domaine du numérique, c'est des fonds, c'est du capital. Et je me réjouis de voir mon cher ami Eugène dans la salle, qui est un spécialiste des questions de capital investissement. Et c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ce qu'il faut développer sur le continent. D'accord, merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, du coup, Monsieur Barry, si vous pouvez nous expliquer comment vous avez pu structurer à la fois votre solution et votre entreprise pour pouvoir attirer des capitaux et donc pouvoir impacter encore plus sur le continent africain, nous vous laissons la parole. Bonsoir, je ne sais pas si vous me recevez. Vous m'entendez? Nous vous recevons très bien. Parfait, merci pour la question et pour l'invitation. Je commencerai par vous dire que lorsqu'on monte une start-up, ce n'est pas pour lever des fonds. La levée des fonds est une nécessité, mais idéalement, lorsqu'on entreprend, ce n'est jamais pour réussir à faire des levées de fonds ou des concours de levée de fonds. Cependant, vous avez raison, le financement est nécessaire pour développer les activités, y compris en Afrique et d'ailleurs surtout en Afrique. La bonne nouvelle est que les Africains ont l'argent nécessaire pour développer en réalité tous les projets qu'ils veulent. Je vais vous donner un chiffre simple. Savez-vous combien la diaspora africaine envoie en Afrique chaque année? 149 milliards de dollars par an. C'est ce qu'ils envoient chaque année chez eux. À quoi sert cet argent? Comment est utilisé cet argent? Est-ce qu'il est investi ou alors il ne fait qu'un simple aller-retour? Donc, la diaspora l'envoie et ensuite nos parents au niveau du continent rachètent parce qu'on importe la quasi-totalité de ce qu'on consomme. On produit très peu de ce qu'on consomme aujourd'hui. C'est une grande interrogation. Mais pour répondre de manière très concrète à votre question,
pour intéresser des investisseurs, ben, cela obéit à des règles économiques assez simples. Vous devez avoir quelque chose à offrir. Et donc, ce qu'un entrepreneur a à offrir initialement, c'est d'abord une idée qu'il devra matérialiser par ce qu'on appelle communément ici des POC. Il faut qu'il ait un proof of concept, un concept de preuve, et qu'il arrive à démontrer que l'idée qu'il a rencontre un marché. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il doit réussir à rassurer les investisseurs sur le fait qu'ils peuvent investir sur sa personne, parce qu'il ne faut pas se mentir, lorsque vous êtes au début d'une aventure entrepreneuriale, les investisseurs n'investissent pas nécessairement sur le produit, ils investissent sur l'homme. Des idées, des projets, il y en a énormément, nous en avons tous. Cependant, réaliser ces idées n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, une fois que vous avez l'idée, une fois que vous avez potentiellement trouvé un market fit, ils vont regarder l'équipe ou l'homme sur lequel ils investissent. Dès lors, le dernier point qui reste, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez faire de l'argent qu'ils vont investir dans votre entreprise. Est-ce que vous allez l'utiliser pour votre besoin personnel ou est-ce que vous allez l'utiliser pour développer l'entreprise? Donc, pour résumer, lever des fonds n'est pas quelque chose de très compliqué. Alors, je ne devrais pas le dire dans le contexte actuel parce que c'est vraiment compliqué, mais fondamentalement, lorsqu'on crée une entreprise, ce n'est pas pour lever des fonds. Lorsqu'on a besoin de lever des fonds, nous devons démontrer au fonds d'investissement en question notre capacité à absorber ces fonds pour développer l'entreprise et atteindre les résultats que vous partagez avec vos investisseurs. Ces précisions sur ce sujet. Et du coup, je voudrais embrayer avec Martina. Toi qui évolues aujourd'hui dans un environnement entrepreneurial où, à la fois, en tant qu'entreprise, tu dois générer des revenus pour pouvoir continuer à investir et à te développer, mais de l'autre côté, ce que tu proposes comme service a un impact social très fort. Comment est-ce que tu arrives à concilier ces deux questions-là dans un contexte où les entreprises numériques se plaignent généralement en Afrique d'être sous-financées? Oui, merci beaucoup pour la question. Alors, beaucoup de choses à dire. Pour moi, j'aime toujours dire que l'argent, il est chez tes clients. Donc, du coup, nous, quoi qu'il arrive, on va chercher l'argent chez nos clients parce qu'on leur apporte de la valeur. Et je dis tout simplement qu'on leur apporte quelque chose qui change une partie de leur vie. Et comme ils sont contents et reconnaissants, ils nous donnent un petit peu d'argent. Voilà, c'est comme ça que j'imagine la chose. Après, il y a toute l'autre partie qui est avoir des investisseurs, lever des fonds. Et là, il y a toute la question de la sous-financiarisation. Donc, Abdoulaye, c'est hyper intéressant ce qu'il dit, mais il a une boîte dans la FinTech. Et aujourd'hui, les FinTech, clairement, tous les investisseurs vont là-bas. Mais sauf que l'économie numérique, les gars, c'est pas que la FinTech. Il y a autre chose. Il y a l'éducation, la santé, il y a tout un tas d'autres choses. On a des investisseurs qui sont spécialisés sur ces différentes thématiques et d'autres secteurs d'activité, donc le mien, l'éducation numérique, la gig économie, qui on va dire un peu plus difficile, même si tout le monde a envie de se former en Afrique et qu'il y a un grand marché. Maintenant que ceci étant dit, pour moi, il y a 3 points principaux qui expliquent la sous-financiarisation de l'économie numérique en Afrique. Le premier, c'est tout ce qui est relatif à nation branding, diplomatie, économie numérique et également l'instabilité politique. Aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, les VC africains regardent l'état on va dire, de la stabilité politique ou non des pays. Et aujourd'hui, donc je vais prendre le cas de Madagascar, mais il y a beaucoup de pays en pleine élection présidentielle et c'est difficile. Et clairement, nos levées de fonds sont impactées par ça et c'est une réalité. Et à côté de ça, sur le nation branding, aujourd'hui, on se bat pour faire comprendre que Madagascar, parce que c'est là où j'ai commencé, c'est là d'où je viens, que Madagascar a du potentiel, mais qu'on n'est pas des arnaqueurs, en fait. Et donc, on a tout un discours, toute une narrative à changer et auprès des investisseurs, auprès de, on va dire, la communauté internationale avec des grands guillemets. Donc, c'est-à-dire, on se bat avec ça, on fait notre travail et à la fois, on fait toute la diplomatie économique que parfois notre pays, malheureusement, ne fait pas. Le deuxième point, c'est sur l'appropriation des codes culturels du monde de la finance. Moi, on m'a dit un jour, de toute façon, tu es trop européenne et ou de toute façon, tu es de la classe moyenne, tu t'en sortiras jamais parce qu'ils ne croient pas que tu puisses y arriver. Donc, Dixit,
des grandes organisations internationales qui sont dans la finance. Et donc, du coup, pour moi, le point, c'est de me dire que pour s'approprier les codes culturels du monde de la finance, on doit passer d'un modèle d'incubateur-accélérateur à un modèle de venture building. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de structures d'accompagnement en Afrique qui sont concentrées sur des formats d'incubation, des formats d'accélération, c'est très bien, mais ils ne sont pas suffisamment incentivés à la réussite de la start-up. Alors que quand on est sur un modèle de venture building, la structure d'accompagnement est incentivée à ce que la start-up réussisse en prenant des parts, en mettant à disposition de véritables ressources, pas que financières, parce que le développement d'une entreprise, c'est pas que l'argent, c'est le produit, c'est les équipes, c'est énormément de choses. Et le troisième point, c'est, comme je le disais aujourd'hui, les organisations internationales financières, donc je les mets tous dans un grand paquet là, elles ne veulent pas comprendre, elles ne veulent pas croire que des gens de la classe moyenne comme moi puissent s'en sortir parce qu'ils ne croient pas qu'on est trop disruptif. C'est trop pour eux, c'est trop d'un coup. Et donc, ça ne fonctionne pas parce que leurs instruments juridiques financiers ne sont pas adaptés à des entreprises comme les nôtres. Aujourd'hui, une boîte comme l'IFC va mettre des tickets à partir de 5 millions, 10 millions. Mais sauf qu'une petite boîte qui commence en Afrique, elle a besoin de 5 000 € pour démarrer et c'est déjà très bien. Et quand on va aller regarder d'autres grands fonds d'investissement, ils vont dire notre ticket d'entrée, c'est 500 000, 1 million d'euros. Sauf que les startups, elles ne sont pas prêtes à accueillir cet argent et à absorber cet argent. Et derrière, du coup, il nous faut davantage de dispositifs comme par exemple le fait Digital Africa de Proparco. Ils ont développé des dispositifs comme Fusée, comme IPAT, auxquels nous, on a bénéficié, qui sont des plus petits financements, qui permettent de financer des POC, qui permettent de financer le développement et d'avancer comme ça parce qu'il faut différents instruments de financement à différentes étapes de la vie de la start-up. Donc, moi, c'est ce que je dirais sur cette première question. Merci beaucoup. Donc, on retient que les grandes institutions de développement doivent commencer à donner de l'argent à partir de 5 000 plutôt que de 5 millions. C'est tout à fait pertinent. Et que si apparemment tu serais trop européenne alors que tu es ivoirienne, on ne comprend pas. Donc, du coup, juste à l'attention de l'ADI, si quelqu'un peut envoyer le lien de connexion à Moutaga Keïta, parce qu'en fait, il attend, apparemment, il ne l'a jamais reçu. Donc, je continue rapidement. Du coup, M. Guéder, on va changer un peu le scope de ce dont on discutait. On va quitter les questions de financement pour se poser des questions sur la technologie et même la structure en réalité du secteur du numérique. On entend beaucoup de thèmes parfois barbares, en tout cas pour moi c'est quand même assez barbare, intelligence artificielle, IA, blockchain, crypto, etc. etc. Mais de façon concrète, vous, de votre vision de professionnel, quels sont les enjeux aujourd'hui prioritaires pour l'Afrique sur ces secteurs-là et comment est-ce que votre action en tant que conseil juridique peut aider à favoriser l'essor de ces technologies dans un continent qui, pour l'instant, reste à la traîne? Merci. Votre question est profonde. Donc, je ne sais pas si j'ai 1h30 pour y répondre, mais je doute que non. Voilà, j'en doute. Je pense qu'on parle d'économie numérique et j'écoutais l'intervention des panélistes avant qui parlaient de révolution industrielle, qui parlaient du changement dans les transactions, etc. Je pense que c'est important de rappeler d'abord que, et ça concerne particulièrement l'Afrique, l'économie numérique, c'est une économie de la confiance, avant tout, puisqu'on fait confiance dans les machines, et une économie également de la dématérialisation des échanges, des transactions et des supports, notamment juridiques, à ces transactions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit deux phénomènes qui cohabitent et qui caractérisent les enjeux, notamment en Afrique, qui vont être importants en la matière. Un phénomène de transition numérique pour lequel personne ne s'oppose, je crois, et tant mieux, avec cette dématérialisation des échanges, des transactions de plus en plus numérisées, un changement des modes de consommation, des comportements dans le travail, dans l'organisation du travail également, c'est important, adossé aussi à des contraintes environnementales. Et le deuxième phénomène contre lequel beaucoup s'opposent, c'est la désintermédiation des échanges, c'est-à-dire le fait de faire reposer ces échanges sur des technologies qui sont dites décentralisées. Et c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure en introduction en disant c'est des termes barbares. C'est le sujet de la blockchain, c'est le sujet des combinaisons de technologies blockchain, d'intelligence artificielle, c'est le sujet des cryptoactifs, des NFT, des stablecoins, tous ces instruments ou terminologies barbares parfois, mais de plus en plus concrètes. Et en fait, on voit ces deux phénomènes cohabiter, transition numérique, je dirais classique, qui continue, qui se poursuit, et
distribution de la valeur, qui pour l'Afrique est particulièrement importante, je crois, de la valeur qui est remise, enfin qui en tout cas souhaite être davantage confiée aux consommateurs directement. Et donc la cohabitation de ces deux phénomènes fait qu'aujourd'hui, le principal enjeu lié au numérique et à son développement, c'est la règle. C'est la règle et le droit notamment, donc les développements législatifs, réglementaires qui vont permettre, face à ces deux phénomènes qui cohabitent et qui constituent cette révolution industrielle dont on parlait tout à l'heure, qui s'inscrit dans le temps, la règle et les développements législatifs qui vont intervenir et qui commencent à intervenir dans certains pays en Afrique, parfois organisés par région, parfois complètement indépendants, vont permettre de créer des cadres législatifs et réglementaires qui vont permettre que ces transactions, les transactions en termes de flux, en termes d'échange de données notamment, s'effectuent dans un cadre non seulement sécurisé, qui crée de la confiance pour le financement, ce qui est indispensable. Les premières choses que demandent en général dans les levées de fonds, et je ne sais pas si vous me contredirez, mais c'est voilà, quel est le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit votre activité? Est-ce que tout ça est parfaitement sécurisé d'un point de vue juridique? Et si oui, si la règle existe, puisque souvent elle n'existe pas sur les terminologies barbares que vous évoquiez. Souvent, les règles n'existent pas, les concepts juridiques n'existent pas, un peu partout dans le monde. Ils ne sont pas harmonisés par région et parfois même, ils viennent se heurter à la réglementation ou au droit positif. Et donc, le principal enjeu, selon moi et selon ma casquette, comme vous disiez, de professionnel, c'est de provoquer un choc de développement législatif et réglementaire pour faire en sorte que ces transactions et que cette révolution numérique qui s'inscrit dans le temps se fasse sous les meilleurs auspices, avec un cadre sécurisé qui crée de la confiance, puisqu'encore une fois, je l'ai dit et j'arrêterai là, c'est une économie de la confiance. Sans confiance, pas de financement. Sans confiance, pas de transactions sécurisées. Sans confiance, enfin sans le droit, pas de confiance. Parfait. Merci beaucoup, M. Guyader. Donc, en tant que professionnel du droit, votre travail, c'est d'être créateur de confiance, en réalité. La valeur que vous apportez, c'est la confiance entre les différents acteurs. Merci. Et du coup, je retenais vers Abdoulaye sur... alors, aujourd'hui, vous avez réussi à résoudre une des questions qui était les transferts de fonds entre la diaspora et la population africaine sur le continent. Mais de votre point de vue de visionnaire, mais aussi en tant qu'acteur du changement sur le continent, quelles sont, selon votre point de vue, les prochaines innovations, les prochaines technologies auxquelles on peut s'attendre sur le continent, et peut-être même de façon un peu plus précise, qu'est-ce que Waymo se prépare à apporter à l'Afrique dans les prochains jours? Peut-être peut-on poser la question en attendant à Matina, qui est elle aussi actrice du changement sur le continent. Donc, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu vois comme prochaines innovations disruptives qui pourraient en fait continuer à impacter le continent grâce au numérique? Moi, je dirais que je ne vais pas répondre vraiment à ta question tout de suite. Je vais dire que pour faire de l'innovation numérique en Afrique, il faut avoir des compétences numériques, il faut avoir une certaine culture digitale. En fait, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, à Madagascar, j'ai des clients qui me disent moi, je ne veux pas faire développer mon application par des Malgaches parce qu'ils n'ont jamais vraiment vu, ils ne connaissent pas Airbnb, ils ne connaissent pas Netflix, ils ne connaissent pas toutes ces grandes applications numériques qui existent. Donc, ça va être difficile pour eux de développer des applications. Moi, ce que je dis, c'est que effectivement, on a un retard de culture générale et culture digitale, et ça, il faut en être conscient. Et du coup, si on veut réussir à faire de l'innovation numérique, il faut être en capacité de donner à tous les Africains
une culture digitale et une culture générale très forte qui puisse leur permettre de faire des grandes innovations. Donc en fait, il faut s'inspirer de ce qu'il y a ailleurs et pouvoir les adapter en Afrique. Et c'est pour ça que dans nos parcours d'apprentissage, on a une énorme phase sur tout ce qui est acculturation digitale et acculturation générale, digitale, les outils du numérique, les différents métiers du numérique, les différentes applications. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et que quand on a dans des pays, des gamins, ils arrivent à 20 ans dans nos formations, on se rend bien compte qu'on a quand même parfois 10 ans de retard de culture générale, culture digitale. Et ça, c'est une vraie problématique. On ne peut pas se dire qu'on va faire de l'innovation si on n'a pas cette base-là. Après, je pense que ce qui va beaucoup faire évoluer l'économie numérique en Afrique, je crois beaucoup à l'éducation en ligne, évidemment. Je crois beaucoup à la gig economy, au système de tâches. Donc nous, on a tout un système de tâches pour permettre à nos élèves qui deviennent des travailleurs de gagner du revenu en ligne directement. Moi, je dis toujours que pour faire face à la fuite des cerveaux, il faut permettre aux gens d'aller chercher leur propre poisson. Et comme on sait, aujourd'hui dans le numérique, il n'y a plus de géographie. Il faut permettre à des travailleurs d'aller chercher leurs propres clients à l'international, de gagner leur propre argent et de pas forcément attendre des investisseurs étrangers. Et je pense que du coup, cette économie des produits numériques en ligne ne s'est pas encore suffisamment développée. Il commence à se développer avec le e-commerce. Et après, il y a tout ce qui est les sujets autour de la santé. Je pense que santé, assurance, c'est quelque chose qui touche beaucoup les Africains aujourd'hui. Parfait. Merci pour cette transition, parce que du coup, ça nous envoie vers M. Mountaga Keïta. M. Mountaga Keïta, que j'ai pas eu l'occasion de présenter plus tôt, est un ancien banquier, notamment passé par Bank of America, qui maintenant est entrepreneur en Guinée et qui propose que des services innovants, notamment de la télémédecine, des drones pulvérisants, etc. Monsieur Keïta, peut-être moi, ma question, toujours dans le même sens, ce serait de savoir comment est-ce qu'on s'insère dans un marché qui a peut-être 30 ans de retard sur les solutions que nous, on va proposer, donc que vous proposez par exemple en Guinée. Comment est-ce que vous insérez sur ce marché-là et parvenez à convaincre les clients qu'il faut adopter les solutions que vous proposez? Alors, bonsoir. Oui, très bien. Allô? OK, très bien. Alors, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que nous, par exemple, nous innovons sans regarder est-ce que vraiment les gens vont accepter ou pas. Qu'est-ce qui se passe sur ce marché-là? Nous sommes dans un continent où presque tout est à faire. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage. Donc, il faut être patient avec les consommateurs finaux de ces produits. Donc, ce que nous faisons, par exemple, tel que lorsque j'ai sorti la borne depuis 2014, j'innovais là-dessus. Mais c'est en 2017 que je l'ai présenté. Et c'est seulement en 2020 qu'on a eu les premiers contrats d'achat de ces bornes. Donc, en fait, il faut être patient. Un produit qui sort sur le marché ne va pas peut-être directement être pris ou compris par les clients. C'est à nous de créer tout un marché et puis de dominer ce marché. Et très souvent, on arrive à le faire en déposant des brevets. Parce que la plupart des gens ne s'imaginent pas qu'en Afrique, en fait, tout le monde ne dépose pas de brevet. Alors, si vous avez une invention, une innovation qui se trouve, par exemple, aux États-Unis, vous arrivez à, pas à copier l'innovation, mais à faire mieux en Afrique, et vous déposez votre brevet pour l'Afrique, tel que, par exemple, l'OAPI sur 17 pays, eh bien, si vous arrivez à obtenir le brevet, vous bloquez là un monopole pour vous-même pendant 20 ans sur 17 pays. Donc, nous, c'est ce que nous faisons à chaque fois que nous innovons. Nous bloquons tout un marché avec ces innovations, avec ces brevets. Et nous arrivons là à nous développer petit à petit sans grande concurrence. Et par exemple, depuis 2014, le début de mes recherches et développement là-dessus, c'est seulement maintenant que ça fleurit vraiment. Donc, vous imaginez 9 ans après. Et c'est cette patience que la plupart de ceux qui se lancent dans les hautes technologies, ils n'ont pas cette patience. Alors, eux, ils veulent, dès que leur produit sort, que ça fasse bim, directement comme ChatGPT. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que les gens doivent être patients, doivent cultiver, doivent créer quelquefois pour eux-mêmes tout un marché et le sécuriser, parce qu'à la fin, ils finiront toujours par réussir. La population, les gens consommeront. Voilà. Merci beaucoup. C'était limpide et clair et je pense très instructif. Alors, ça va peut-être être la dernière question pour pouvoir laisser un peu de temps aux questions du public, si vous en avez.
Je vais repartir vers Matina encore. En fait, dans ton intervention précédente, tu avais parlé de la nécessité de pouvoir consolider les fondamentaux, notamment quant à la culture générale, quant à la culture numérique. Et je pense que c'est quand même un point essentiel pour pouvoir parler d'économie numérique. En gros, tu ne sais pas marcher, tu ne vas pas conduire une voiture. Donc, du coup, en tant qu'acteur à la fois de l'éducation, de l'entrepreneuriat et du numérique, donc 3 casquettes, ou peut-être à la croisée de 3 chemins, comment est-ce que tu envisages le futur de la formation au numérique à grande échelle sur le continent? Tu portes une initiative, mais comment est-ce que tu le vois à grande échelle? Oui. Alors, moi, je suis du coup la cofondatrice et CEO de Saina. Et Saina, dès le premier jour, on avait cette vision de former et mettre au travail des millions de personnes en Afrique en répondant aux besoins digitaux des entreprises. Donc, ça fait 6 ans qu'on est sur le marché. On a testé plein de modèles économiques. On s'est beaucoup cassé la figure. Et depuis 3 ans, on a vraiment créé un écosystème pour former des gens at scale et les mettre au travail at scale. Donc, en fait, on a Saina comme un écosystème en ligne. On a 2 grands piliers, la partie apprentissage et la partie travail. Sur la partie apprentissage, on permet à n'importe qui d'apprendre les compétences clés des métiers du numérique pour moins de 10 € par mois. Donc, on est moins cher qu'une clé USB piratée que tu achètes au bord de la rue. On est moins cher qu'une université classique. On est moins cher qu'une université publique. Et on est plug and play avec eux. Parce que notre objectif, c'est d'aller renforcer les universités publiques et renforcer également les écoles privées. Et donc, dans notre parcours d'apprentissage, en fait, il faut savoir qu'on a créé notre propre contenu. On s'est appuyé d'une communauté de milliers de développeurs pour le faire. Mais avant, on travaillait avec des écoles françaises et même américaines, mais ça ne répondait pas aux besoins de la population africaine. Parce qu'il faut comprendre que quand en France, en Europe ou aux États-Unis, on construit des programmes pédagogiques, on les construit par rapport à la population qu'on a. D'où ils viennent, parce qu'on sait que ce qu'ils ont appris au collège, ce qu'ils ont appris au lycée. Sauf qu'à Madagascar et dans les autres pays où on travaille en Afrique, on travaille dans une douzaine de pays en Afrique, eh bien, il y a une grande disparité. Et quand on a des élèves qui ont 16 ans qui arrivent chez nous et des élèves qui ont 25 ans ou 30 ans, en fait, il y a des bases qu'ils n'ont pas. Donc, en fait, on fait toute une partie qu'on appelle du coup Discovery, où là, ils vont apprendre comment Internet fonctionne, comment du coup naviguer en toute sécurité sur Internet. On parlait des données personnelles tout à l'heure. Et c'est un système de niveau où en fait, ils vont débloquer chaque étape. Donc, quand ils ont fini la phase 1, ils débloquent la phase 2 qui est Discovery 101. Là, ils apprennent les fondamentaux du coding, donc HTML5, CSS3, JavaScript, mais également WordPress. Pourquoi WordPress? Parce que la moitié des sites Internet aujourd'hui sur Internet sont sous WordPress. C'est une technologie qui est simple à prendre en main, entre guillemets. On ne va pas aller leur demander aux jeunes en Afrique de développer des choses avec de la blockchain, quoi. Il faut être pragmatique, on ne va pas y arriver, on va se faire taper sur les doigts par nos clients. Et derrière, on a une 3e phase qu'on débloque quand on a validé la phase 2, qui est une phase de spécialisation, où là, ils vont apprendre soit le développement web, le marketing digital, le design ou tout ce qui est product management. Donc, toute cette expérience-là, on a eu plus de 5000 élèves à ce jour dessus. Et la deuxième partie de ce qu'on fait, c'est les tâches informatiques. On va déployer des tâches pour nos différents clients. Et aujourd'hui, moi, j'imagine que pour aller à scale, le en ligne, c'est super, mais le présentiel, c'est encore plus important. Donc, on a développé un réseau de Saina Hub. On a des espaces physiques connectés qui vont accueillir nos élèves. Et donc, on en a plus d'une centaine aujourd'hui. Notre objectif, c'est d'en avoir 10 000. Juste d'ici 2027 et d'avoir un Saina Hub à moins de 500 mètres de chaque élève parce que ça coûte moins cher d'aller dans un cybercafé proche de chez soi que de payer le bus pour aller tous les jours à l'école. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, pour faire on va dire de la formation at scale, on peut utiliser le en ligne, mais il faut aussi s'appuyer sur les espaces physiques. Et c'est pour ça que les écoles traditionnelles sont extrêmement importantes. Mais à côté de ça, le gouvernement a aussi un rôle extrêmement important à jouer. En Inde, en fait, on a eu une énorme explosion des développeurs et c'est les meilleurs. On va dire que c'est les meilleurs, ils sont ultra reconnus, mais parce qu'il y a une vraie volonté politique. Et aujourd'hui, il y a des pays en Afrique qui ont une volonté politique là-dessus. Il y en a d'autres, c'est pas qu'ils n'ont pas forcément la volonté politique, mais ils n'ont pas aussi forcément les compétences et une vraie vision du numérique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et enfin, je terminerai en disant que dans l'économie numérique, il n'y a pas que des développeurs. Tout à l'heure, on parlait des ingénieurs, des développeurs, mais il n'y a pas que ça. L'industrie du numérique est très large et il y a de la place pour tout le monde. Et même si on ne veut pas être développeur, on peut très bien être un designer et pas coder et développer des revenus et développer son indépendance. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour ce plaidoyer. Je pense que son Excellence l'ambassadrice est partie, mais si elle peut mettre à disposition des locaux pour Matina, ce serait pas mal. Du coup, est-ce qu'il y a des questions du public, s'il vous plaît? Je ne sais pas où est le micro. Yes. Ah, okay.
Ah, il y a un monsieur là et une dame là. Bien sûr, ce sera la dame en première. Merci beaucoup. Merci. J'ai deux questions, s'il vous plaît. Une première question pour Franck Gader. Est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, des monnaies digitales auprès des banques centrales européennes? Je crois savoir que vous avez publié récemment sur ce sujet-là. Je pense que c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur ce sujet. Et ma deuxième question est pour Monsieur Keïta. J'ai entendu parler quand Jean-Hugues, notre modérateur, vous a présenté de drones. Donc, c'est très impressionnant et c'était juste pour vraiment comprendre un peu votre activité. Voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez. C'est assez technique. Enfin, en tout cas, moi, quand j'entends drone, ça fait un peu film américain. Et l'idée, c'est de savoir, voilà, quelle est votre activité exactement et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour ces technologies de pointe. Merci. Merci. Merci pour votre question. Alors, et pardon pour les terminologies barbares, elles ne sont pas forcément ici, en tout cas dans le contexte, puisque la monnaie digitale de banque centrale, c'est un sujet qui est aujourd'hui éminemment à la fois politique, mais aussi extrêmement concret, dans la mesure où elles sont intervenues, et je dis elles sont intervenues parce que la Banque internationale des règlements, la BIS, avait reporté, il y a 2 ans déjà, que 86%, 85% des États, des banques centrales dans le monde avaient créé un groupe de travail à minima sur le sujet des monnaies digitales de banque centrale, dont je vais parler après. Et parmi ces 85%, près de la moitié même un peu plus de la moitié, avaient déjà lancé des expérimentations en la matière, ce qui quand même donne un petit peu une indication sur l'ampleur du phénomène. Pourquoi est-ce que les banques centrales ont souhaité réfléchir à une nouvelle dématérialisation de la monnaie à valeur légale, avec toute la problématique législative que ça implique? Parce qu'elles ont vu venir des offensives du secteur privé, alors de 2 manières. Je dirais le secteur privé et le secteur ultra-privé. Le secteur privé, d'abord, c'est la banque commerciale, avec une fragmentation de la monnaie commerciale et des instruments, des transactions et des systèmes de transactions des paiements dans le monde, avec une multiplication des modes de paiement, notamment en ligne. Et puis la monnaie dite ultra-privée, ce sont ces nouvelles formes de monnaie qu'on appelle stablecoin, notamment des jetons à valeur stable, avec entre autres, mais surtout, l'initiative du groupe Facebook, rebaptisé Meta, Libra, rebaptisé Diem, il y a déjà 4 ans, qui avait tenté de mettre à disposition de sa clientèle, et donc plusieurs milliards d'utilisateurs quotidiens pour l'ensemble du groupe Meta, une monnaie privée, enfin une monnaie, en tout cas un équivalent de la monnaie privée qui aurait été entre autres, une concurrence assez forte aux monnaies à valeur légale. Et donc, en voyant ce projet, les banques centrales dans le monde se sont presque insurgées, en tout cas ont réagi, en considérant qu'il fallait absolument réfléchir, d'abord à identifier pourquoi est-ce que ce type de monnaie était demandé par la clientèle, et les internautes et les utilisateurs de l'économie numérique, et puis éventuellement, est-ce qu'il fallait proposer une alternative? Et donc la réponse est là, avec notamment, mais ce n'est pas la seule, la Banque centrale européenne qui est en train aujourd'hui de réfléchir à un cadre législatif pour encadrer, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'encadrement, encadrer à la fois l'émission, mais aussi l'usage de cet euro digital au sein de la zone euro. Ce n'est pas uniquement l'initiative la plus marquante, puisqu'on a vu d'autres zones dans le monde et d'autres pays dans le monde mettre déjà en circulation ce type de monnaie digitale de banque centrale, la Chine notamment, l'Inde également, et puis d'autres pays, notamment en Afrique, ont porté des projets, Nigeria entre autres, mais d'autres encore en la matière. Encore une fois, 86% des banques centrales qui ont un projet sur ce sujet pour apporter une alternative à ces monnaies privées et ultra-privées, pour plusieurs raisons.
Alors, une raison qui va faire plaisir à ma voisine de gauche, qui est l'inclusion financière, puisque l'utilité d'un euro ou de tout type de devise à valeur légale digitale, c'est aussi de mieux inclure les populations dans le système financier. C'est une des raisons, je dirais, qui n'est pas que philosophique, hein, qui est purement économique des banques centrales. La raison première, évidemment, c'est la souveraineté monétaire, c'est de faire en sorte que l'internationalisation de ces monnaies puisse perdurer et que, avec ce format digital de la monnaie qui aurait une équivalence aux billets de banque et aux pièces de monnaie, hein, l'objectif, c'est d'avoir une équivalence, mais sous un format numérique, avec toutes les considérations derrière qui sont complexes, notamment les considérations de préserver l'anonymat et la liberté des utilisateurs de ces billets et de ces pièces sous forme numérique. Donc on voit toute la complexité entre préserver cet anonymat et cette liberté individuelle et également faire en sorte de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc on voit plusieurs phénomènes se heurter à ce type de projet. Pour autant, puisque c'est le sujet sur lequel vous m'interrogiez, la Banque centrale européenne, effectivement, a un projet. Il y a également la Commission européenne qui a publié un projet de règlement pour encadrer l'émission et aussi faire en sorte que cette monnaie soit reconnue comme légale. Il y a un projet actuellement qui va durer 2 ans alors c'est plus d'expérimentation, c'est on va dire de tests techniques. Et à l'issue de cette période de 2 ans, entre 2 et 3 ans, on devrait avoir une réponse de la Banque centrale pour savoir si cet euro digital vient s'ajouter à la monnaie actuelle. Ça reste de la monnaie, ce n'est pas un autre agrégat monétaire d'un point de vue purement économique, ça reste de la monnaie, mais d'un point de vue juridique, cette monnaie aura la même valeur que l'euro sous forme de billet ou sous forme de pièces. Voilà. Donc c'est un sujet de souveraineté économique et monétaire extrêmement important actuellement dans le domaine de l'économie numérique. Parfait, merci beaucoup. Et petite question supplémentaire, où est-ce qu'on peut trouver du coup votre réflexion à laquelle Dominique a fait référence il y a un moment? Au 15 rue de la Borde, donc c'est-à-dire ici, d'abord, et ensuite on sera très heureux de partager certaines publications si vous le souhaitez. Parfait, merci beaucoup. Du coup, Monsieur Keita, sur la question de Dominique relativement à ce que vous faites avec les drones en Guinée et comment est-ce que vous arrivez à impacter en fait l'environnement économique local? Alors, les drones, c'est vraiment un sujet passionnant ici parce que c'est parti déjà du constat au départ qu'il y avait un problème. Toutes nos innovations ici viennent tout le temps d'un problème, d'un constat. Le constat, c'est quoi? Nous avons peu de monde maintenant en milieu rural. Normalement, 70% des Africains sont concentrés en milieu rural, mais la plupart des jeunes, des gens valides, veulent venir en ville, veulent faire du commerce, veulent étudier. Donc, nous avons un dépeuplement des zones rurales qui est terrible en ce moment, surtout chez nous en Guinée. L'exode rural est phénoménal. Alors, qui va maintenant pulvériser? Qui va travailler dans les champs? On a très peu de monde. Personnellement, j'ai une plantation à plus de 100 km de la capitale, mais c'est très difficile de trouver la main-d'œuvre. Alors, une fois aussi, j'ai vu que l'État, par exemple, guinéen, avait plus de 2000 hectares à un endroit et ils avaient du mal à exploiter les 2000 hectares. Voilà. Bon, je me suis dit là, la meilleure solution, par exemple, au niveau de l'épandage, de la pulvérisation, ce serait un système qui pourrait, automatique déjà, qui pourrait travailler sur les plus grands champs sans se fatiguer. Et là, j'ai pensé à l'idée drone. Ensuite, j'ai fait mes recherches, j'ai vu que ça existait déjà, ce genre de drone. C'était des drones immenses. Alors, ce que nous avons fait au départ, c'est plutôt étudier ce qui est fait ailleurs, au Canada, en Inde et puis en Chine. Nous avons vu qu'eux, ils parient vraiment sur les drones de pulvérisation et les drones agricoles, en gros, de pulvérisation et d'épandage. Alors, ce qu'on a fait, c'est un peu du reverse engineering. On a fait essayer de comprendre comment ça fonctionne et on a pu assembler nos drones ici. Au départ, c'était des drones d'une capacité de 10 litres qui peuvent au moins faire 100 hectares à peu près en 10 heures de temps, c'est-à-dire par jour, 8 heures, 18 heures. Mais en ce moment, nous sommes sur les drones de 30 litres qui peuvent vous faire presque 200 hectares ou 250 hectares par jour. Prenons l'unité de mesure, 1 hectare, c'est autour de 10 000 mètres carrés. 100 hectares, on est autour de, dans les 100 000 mètres carrés ou plus. Donc, nous travaillons en ce moment exclusivement avec le gouvernement de la République de Guinée, parce qu'il faut des autorisations aussi pour les faire survoler. En ce moment, les militaires sont assez frileux dans la plupart des pays africains, donc il faut les autorisations du ministère de la Défense,
ton dossier va aller de département en département. Il faut que tout le monde approuve pour que le ministre t'octroie cette autorisation. Donc, nous l'avons fait en ce moment. Et nous sommes dans un contrat financé par la Banque mondiale avec le ministère de l'Agriculture de la République de Guinée pour fournir une vingtaine de drones agricoles, mais les drones les plus immenses. Fournir cela, commencer encore un autre projet pilote, voir jusqu'où on peut aller avec. On a fait par exemple un test, on a utilisé nos drones, les plus petits drones que nous avons de 10 litres. Nous avons envoyé dans ce champ de l'État plutôt, terre agricole qui appartient à l'État. Eh bien, d'habitude, les travailleurs nous ont dit qu'eux, ils n'arrivent à faire que 2 ou 3 hectares par jour de pulvérisation. Et ça aussi, ce n'est pas homogène, c'est assez hétérogène, parce que quelquefois, ils aspergent par ici, ils oublient un peu, il y a un petit patch ici, les insectes sont logés de l'autre côté, ils sont par là. Donc, à la fin, le résultat n'est pas homogène. Donc, lorsque les plantes poussent, telles que le riz ou autre, on voit qu'il y a une distinction entre des zones. Alors que le drone, lui, la pulvérisation est beaucoup plus homogène. De deux, lorsque celui qui pulvérise manuellement, il pulvérise, il y a un taux de mortalité, selon une étude en Inde de 2020, il y a un taux de mortalité de 17% des gens qui pulvérisent. Bon, très souvent, dans des milieux ruraux, on croit que c'est les sorciers, on croit que c'est une maladie bizarre, mais en fait, c'est les pesticides, c'est les produits chimiques avec lesquels ils travaillent. Il y a une sorte de brumisation quelquefois qui fait que ils inhalent ces produits et ça finit par les atteindre. Ou même quelquefois, au niveau cutané, ces produits sont assez toxiques quand même pour la peau, ça peut donner des cancers. Donc le meilleur moyen, c'est quoi? Au lieu d'utiliser 3 à 4, 10 personnes avec des machines pour pulvériser et 17% finissent par mourir au bout de 4-5 années, il vaut mieux utiliser un drone où une seule personne peut manipuler à peu près 3, 4, 5, 10 drones en même temps s'il le veut, les programmer et puis les laisser aller. Le drone est un robot automatique. Vous n'avez qu'à le remplir, soit du liquide pour la pulvérisation, soit des grains ou des granulés pour tout ce qui est épandage. Et épandage, par exemple le riz ou le laisser faire son travail. Et on s'est aperçu sur ce champ agricole, lorsque les travailleurs manuellement n'arrivaient à faire que 2-3 hectares par jour, eh bien là, par 3 jours, le drone peut faire jusqu'à 300 hectares. C'est même 3 jours. Et là, ce sont les petits drones de 10 litres. Là, lorsqu'on vous parle de drone, on vous parle d'un drone qui fait 1,20 m d'envergure. On ne vous parle pas là des bébés drones qu'on utilise pour la photographie, tels que les drones DJI, mais c'est vraiment des drones énormes. Lorsqu'ils sont allumés, on dirait une moto, quoi, en fait. C'est assez impressionnant. On voit très passionné par le sujet. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, je vais juste permettre à un des participants de pouvoir poser une autre question, à deux même d'ailleurs. Allez. J'en ai beaucoup de questions, mais je vais essayer de. Si vous avez beaucoup de questions, vous n'allez plus parler. La première question, c'est à M. Koboudé. Moi, c'est Sebedi Junior Goubalan, je suis data scientist et compatriote béninois. Le gouvernement du Bénin fait pas mal de choses dans le domaine du numérique, sous le leadership de Madame la ministre du numérique et de la digitalisation. Et en avril, il a été adopté un décret, en tout cas, il y a une décision qui est passée en Conseil des ministres parlant d'un label dit Startup innovant. Et l'idée de ce label, en fait, il y a tout un flou autour de ça. Nous, on est intéressés parce que je suis avec d'autres Béninois de la diaspora. On a fondé une start-up dans l'IA et le cloud. On est intéressés par ce genre de dispositif-là parce que tout à l'heure, vous parliez de comment est-ce qu'on arrive à financer l'innovation. Et donc, moi, ma question, c'est comment est-ce que l'Afrique des idées peut nous aider à travers un lobbying assez actif, je dirais, pour toucher les personnes, pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, parce que très souvent, on a des éléments qui sortent, mais parfois, la déclinaison et comment est-ce qu'on arrive à accéder aux informations, c'est déjà un problème sous nos cieux en Afrique. Et je pense que ça, c'est dommage, parce qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas assez au bon niveau d'information. D'accord. Excusez-moi, juste, donc oui. Non, comme par souci de parité, comme apparemment, vous savez, on est dans l'époque MeToo, etc. Oui. Il y a la dame qui voulait poser une question. Je vais faire vite. Permettez que j'aille assez vite, parce que c'est assez important. Je pense que ce panel, je l'attendais depuis un moment, donc je vais profiter. Ma question, c'est pour M. Guyader. Je vous ai entendu parler tout à l'heure de réglementation, de droit.
Et je voulais être sûr d'avoir bien compris votre point. Est-ce que tout ce que vous évoquiez sur la réglementation était par rapport à l'environnement économique pour favoriser l'arrivée des investisseurs ou c'était, je dirais, majoritairement dirigé vers les technos? Je pose la question parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on voit des gens qui aujourd'hui nous parlent beaucoup de réglementation, il faut réguler, ainsi de suite. Et moi, je pense que c'est un gros piège, en tout cas pour nous, les pays africains, de souscrire à ce genre de discours parce que avant de réguler, il faut avoir la techno. Si on commence par dire aujourd'hui, il faut réguler à tout va, on va se retrouver dans la même situation que celle qu'on veut nous imposer pour les énergies fossiles où on nous dit il faudrait pas ci, il faudrait pas ça, alors que pendant des décennies et des siècles, ce sont les Occidentaux qui ont rendu la planète dans l'état où elle est. Et donc, ça fait aussi écho à ce que disait Monsieur le maire la semaine dernière au forum de l'IA à Londres en disant la France ne peut pas se permettre de dire on va réguler parce qu'il faut déjà qu'on crée nos géants et on a raté des révolutions industrielles. Donc, quelle est votre position sur ce point par rapport à l'Afrique? Et je finis, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Du coup, pour Monsieur Keïta, je pensais avoir l'opportunité de vous voir aujourd'hui. Ce n'est pas le cas parce que ce que je voudrais dire, c'est ce que vous faites avec Tulip Industries, c'est génial. Nous, avec cette start-up, ce qu'on veut faire, c'est des technos dans le domaine de la santé numérique. Et la santé numérique, c'est un sujet important. On parlait tout à l'heure de les zones rurales, on va dire, mais aussi, d'un point de vue santé, il y a un fort problème sur la disponibilité des spécialistes, des médecins pour soigner des gens. Et la santé numérique, semble être une solution. Je sais, pour avoir visualisé un peu des vidéos de vos prouesses technologiques, que vous avez intégré des solutions d'IA dans des ECG qui sont sur votre borne. Ma question porte sur la régulation ou la réglementation. Très souvent, avec de tels technos, et nous, on a déjà cette question-là qui se pose parce qu'on les considère comme des software as a medical device. On vient avec deux exigences parfois. La première, c'est celle des MACAL CE, où on nous dit il faut que vous ayez un MACAL CE, voilà, ou d'une soumission à la FDA. Comment vous faites pour, pas pour contourner, mais quelles sont les stratégies que vous avez mises en place de votre côté pour arriver à gagner des marchés tout en ayant ces exigences-là? Et une proposition, comment est-ce que nous on arrive du coup à travailler peut-être avec vous, avoir la possibilité d'échanger pour voir comment est-ce qu'on établit un partenariat et avoir un retour d'expérience pour évoluer convenablement sur nos sujets. Merci. Okay. Je vais laisser parler à M. Guyader. On va essayer de faire des réponses de 1 minute parce que là, c'est compliqué. Malheureusement, nous n'avons pas été galants, mais ce n'est pas grave. Madame, vous aurez l'occasion de pouvoir poser votre question, je pense, directement aux participants tout à l'heure. Merci pour votre question, monsieur. Je vais être très rapide. Vous avez raison. Alors, je vais corriger mon propos puisqu'il y a peut-être eu une mauvaise compréhension. Mon propos n'était pas de dire il faut absolument tout réglementer vite et n'importe comment. Mon propos était de dire, d'ailleurs, on ne réglemente pas une technologie en tant que telle, jamais. On réglemente ses usages. On crée une sécurité juridique pour les usages qui ont recours à une technologie, pas la technologie en tant que telle. Donc, vous avez raison. Il ne faut pas réglementer la technologie. Il faut rester neutre d'un point de vue technologique. D'ailleurs, c'est ce que aujourd'hui les initiatives législatives en Afrique ou ailleurs prévoient. On ne réglemente pas la technologie. Deuxième point, une fois que les usages et les cas d'usage se développent, à ce moment-là, il faut de la sécurité juridique. Et vous pardonnerez mon réflexe juridique dans cette maison, d'apporter cette confiance et cette sécurité juridique à des transactions et notamment à des contrats qui vont vous permettre de lever des fonds et qui vont vous permettre d'avoir une échelle beaucoup plus large avec vos partenaires dès lors que vous aurez structuré juridiquement vos activités. C'était mon point. Et pour cela, il faut parfois clarifier le droit. Pourquoi? Parce que l'économie numérique souvent se heurte à des concepts juridiques qui sont anciens et qui ne permettent pas de structurer juridiquement vos activités. C'était mon point. Merci. Peut-être on va laisser M. Keïta répondre comme ça, vu que tu es en présentiel. M. Keïta, rapidement, nous avons 1 minute, oui. s'il vous plaît. Oui. D'accord. Très bien, parce que si je me lance à fond dedans, il me faudra 18 minutes. Alors, très rapidement, bien sûr, nous avons les technologies de télémédecine médicale ici, avec les bornes que nous avons encore améliorées en transformant cela en mallette de télémédecine. Cela veut dire qu'on peut maintenant prendre la mallette, arriver à la maison, chez une dame, lui faire l'échographie à la maison, dans le confort de son lit, ou aller dans un village assez lointain, pourvu qu'il y ait une connexion 3G ou pas, ou 4G
Du coup, je vais répondre à Junior que je connais sur la question du label Startup. En fait, pendant longtemps au Bénin, il n'y avait pas de contenu. On parlait de Startup dans le pays, etc. On ne savait pas ce que c'est. En fait, ce mot... Oui, allô? Oui, allô? Oui, vous me recevez? Vous me recevez? Monsieur Koboudé qui est en train d'intervenir, un instant. Oui, voilà, donc je finis rapidement. C'est que pendant longtemps, il n'y avait pas un cadre juridique, on ne savait pas comment nommer ce que désigne le mot startup. Henri Bergson disait, les mots sont des étiquettes qu'on colle sur des choses. Bon, le mot startup, cette étiquette-là, sur quoi on colle cette étiquette? Ça n'existait pas au Bénin, il n'y avait pas de corpus. Donc, le gouvernement a dit, il faut que je précise ce que c'est qu'un startup au Bénin. Et d'où le label Startup qui a été monté. Alors, on peut trouver des axes d'amélioration pour ce label, mais il fonctionne très bien et je pense que ça sécurise pas mal de jeunes entrepreneurs dans le pays. J'ai un témoignage d'un ami, on en parlera tout à l'heure pendant le cocktail, voilà. Et je te propose de reboucler avec Corinne pour le lobbying. Ok, parfait. Du coup, malheureusement, je me vois dans l'obligation vraiment désolé, madame, de mettre fin à ce panel. Je remercie tous les participants et je remercie aussi le public. Peut-être j'ai une question pour monsieur Barry. Je pense que c'est une question que tout le monde a. Les 3 millions d'euros, là, on fait comment? Donc, sinon, en dehors de ça, je vais passer une bonne soirée et je pense qu'on aura le temps de continuer les échanges au moment du cocktail. Merci.